Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque, Patrice Riverain et Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Hey, c'est dur à 4, hein? Mon intro est vraiment trop longue. Apparemment qu'il faut Non, pas respirer non. devant le micro. Non. En plus, En plus, Pas juste ça, c'est parce que les caves avec des noms surcomposés, là, ça aide pas. tu vises qui en particulier ici, là? Ben, toi, au début, on était capable de te tolérer, mais Jean-Nicolas Boucher, C'est ça vrai. commence à être long, là. C'est vrai qu'il y a de l'espace pour un seul nom composé dans Mais ce podcast. c'est parce que, tu sais, toi, Martin, Thomas, c'est 2 syllabes chaque. Lui, Nicolas, il y a comme genre 3 syllabes. Le Jean, il n'y en a qu'une, ça équivaut, mais c'est pas grave. Nicolas, tu sais. D'ailleurs, on a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui ne sont déjà plus capables de t'entendre. Alors, on ne sait pas si on va poursuivre l'expérience très longtemps, Jean-Nic. ben, tu vois, Jean-Nic, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Mais Moi, écoute, je vais essayer de plaire à cet auditoire. Écrivez-moi en privé, puis on va régler les problèmes que vous avez avec ma présence. J'ai tellement eu de plaintes. J'ai géré ça pendant 2 semaines. Je t'aboute, là. Tu sais, parce qu'au pire, Jean-Nic, là, on peut te flusher puis garder ta blonde. Elle, là, de toute façon. C'est vrai qu'une voix féminine dans ce podcast-là, ça Ouais. ferait du bien, Tu Jean-Nic. sais, à un moment donné, des invités féminines, là, ça c'est vrai, pourrait faire... c'est vrai que ça ça ferait manque. du bien. Ah Des oui, ça geekettes, on n'en a pas, mais Mais il y on en a en a plein. beaucoup qui nous suivent. Hein? Ah oui, on a une bonne communauté de geeks. Ouais, on a plusieurs filles qui nous écrivent et qui écoutent le podcast. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Puis des fois, ils accrochent pas ces mêmes affaires que nous autres. Hein? Mais c'est correct, ça. Mais c'est correct, oui, effectivement, c'est correct comme ça. Hey, on va se lancer tout de suite dans les sujets parce qu'on en a plusieurs. On en a une liste quand même assez étoffée. On va commencer avec le Arrowverse parce que là, les boys, je sais que Jean-Nic, Alan, vous êtes branchés là-dessus. Moi puis Pat, un peu moins. Un petit peu moins. Un petit peu moins parce que c'est 22 épisodes par saison. C'est 3 shows. Puis si t'as 5, 6, 7 ans de retard, ben, t'en prendras jamais le dessus, là. C'est impossible parce que j'ai tenté de vouloir le faire. Je regardais sur Netflix les saisons qui étaient disponibles. Oublie ça, là. Mais je peux te donner un truc, par exemple, vu que c'est les events qui t'intéressent. Ce qui est le fun, c'est quand tu achètes les séries sur Blu-ray, c'est que sur chaque saison, tu as toujours le main event qui est subséquent, qui suit. Ça fait que. Mais ça veut-tu dire que tu es en double quand tu as, par exemple, les 3 ou... Ben, c'est l'avantage parce que, mettons, quelqu'un suit rien que Arrow, plutôt de ne pas avoir le event au grand complet, il va l'avoir là-dessus, puis ça t'empêche de faire du 10 swapping aussi, quand Ok. tu l'écoutes. C'est que tu peux watcher one shot. C'est que, mettons, sur écouter les 4 dernières events, j'aurais rien besoin de prêter un Blu-ray par saison, puis tu pourrais écouter rien que les events qui t'intéressent. On est rendu à combien d'events, là? Là, ça va être le 4e qui embarque cette année. Ben, dépendamment de comment on les calcule, là, il y a des années avec la première saison de Arrow puis de Flash qui avait fait un petit crossover. Puis tranquillement, pas vite, les séries se joignent une à l'autre. Des fois, c'est pas toute la gang qui sont là. Mais cette année, on y va vraiment avec le plus gros où presque toutes les séries vont participer. Ouais, là, on parle du Crisis qui est finalement inspiré de Crisis on Infinite Earth. Ouais, effectivement, parce que même le event de l'année passée qui était Elseworld, je sais que j'en parlerai pas trop parce que Jean-Nic va m'arracher la tête, je l'ai pas encore vu. C'est vraiment, il nous présente le moniteur qu'on a dans le DC Universe, Effect. qui arrive pour préparer les héros au prochain Crisis, que lui, il cherche le héros qui va sauver l'univers. OK. Mais est-ce que ça ressemble un peu finalement à ce qu'on a lu dans Crisis on Infinite Earth? Oui, là? c'est la même histoire. Ça ressemble pas mal. Ben, je sais pas s'il y avait Dr. Destiny qui était impliqué là-dedans, c'est parce que... Oui, mais hey, là, ma mémoire, Pat, j'ai besoin de toi. Là. C'est loin. Là. C'est- Très parce On que- parle de loin. 1985. là? Dans saison 7, justement, d'Arrow, qu'il y avait le crossover, c'est que le moniteur emmène Dr. Destiny pour tester les héros. OK. OK, puis là, ils se font une genre de super team. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir plusieurs versions d'univers différentes de héros. Oui, parce qu'on avait parlé de Kevin Conroy qui allait se présenter là-dedans. Tu avais Burt Ward qui allait se présenter aussi. Ouais. Il y avait il y a d'autres actrices qui s'allaient aussi. T'as pas Linda Carter Linda Carter qui était là-dedans? qui devait reprendre son rôle, il me semble. Oui. Wonder Puis Woman. on a Oui. déjà plusieurs anciens aussi des séries DC qui participent déjà. Le Dean Cain, l'ancien Superman de Oui, Lois, de Lois and Clark. exactement. Qui T'avais Lex fait le Luthor. père de Supergirl. T'avais Michael Rosenbaum, je pense, pour Lex Luthor. Je sais pas s'il avait été... Non, lui n'a pas été confirmé. Mais là, on a une grosse... Mais là, le Somebody Save Me, comme j'ai parlé, là, il se pointe. Puis déjà, dans la même semaine, ils ont confirmé, pendant qu'ils allaient tourner l'épisode, parce qu'ils commencent à tourner le crossover cette semaine, Tom Welling s'est présenté on set
Puis pas longtemps après, c'est Erica Durance qui a suivi. Donc, la Lois de Et Smallville, Clark sont présents. là, sont là les Puis deux. là, on va vraiment suivre le Superman de Smallville 10 ans après la série. Donc, il a son costume. Donc, il vole. Ben, Normalement, oui. ben, ça avait été une des grosses reproches pour la plupart des fans de DC envers Smallville, qui était une série correcte au plus, mais qui a ouvert la porte à tout ce qu'on a dans les séries télé de super-héros aujourd'hui. Puis une grande déception, c'est que dans le final, il n'a jamais porté de costume. Ben, On le c'est voit en où- Superman, ouais, mais c'était c'est du CGI. Il y a des plans de son visage avec un bout de costume, mais il l'a jamais porté physiquement au complet, puis ça a été mal utilisé. Puis même lui, il ne voulait pas le faire parce qu'il avait peur d'être identifié pour le reste de sa C'était carrière. quoi la fameuse au règle personnage. déjà dans Smallville? Oui, il y avait une C'est- règle. non, c'est, c'est pas qu'il y avait une règle. Il n'avait pas le droit de voler, puis il fait faire le Oui, costume. c'est Ben, ça. c'est ça, Pas c'est de les- vol, pas de No costume. flight, no C'est- tight. Il Ouais, faut, c'est ça. il faut jamais oublier que c'était à l'époque des poursuites de la famille Siegel. Oui, Siegel et Mhm. Chester, les deux étaient là-dedans. là, Les pour deux- les droits de les droits Superboy, Superman. Superman. Tu sais, autant que Batman, on n'avait pas le droit de l'utiliser à TV à cause que Warner l'avait accaparé pour les films, que la famille Siegel, les Schroeder, avaient complètement bloqué là, Superman, même au niveau de la BD, c'était difficile. Ça avait été extrêmement compliqué, puis ça avait été une poursuite qui avait duré très longtemps. Puis c'est une des poursuites qui a inspiré d'ailleurs la famille de Bill Finger à faire un peu le même genre de démarche, sauf que Warner a appris justement de ces fameuses poursuites-là, et on a tout simplement décidé, dans le cas de Bill Finger, de lui donner un crédit, puis on n'a jamais vraiment su non plus à combien ça s'était réglé pour cette histoire-là. Mais tu sais, à une époque de Ghostwriter, où ce que, les contrats étaient signés par une seule personne, les co-créations de super-héros, c'était pas évident, là. Bon, c'était pas super évident, effectivement, mais il fallait que ça se règle parce que c'est des gros noms, puis c'est parce que. En plus, le plus con là-dedans, là, c'est que. Moi, ce qui m'insulte un peu, c'est parce que c'est de la descendance qui court après du revenu facile. Ouais, mais attends un peu, là, ça vaut des millions. Je sais que jusqu'à ça vaut des milliards, millions, là. sauf que. Au niveau de la BD, c'est souvent T'es le obligé problème. de te faire payer des sommes quand même astronomiques pour des personnages qui étaient créés il y a 40 ans. Non, puis t'as non, jamais non, fait grand-chose non plus. là. que ton grand-père recrée là, longtemps. Ouais, mais en même temps, il s'est fait fourrer quand il a créé ça. Ouais. C'était des peanuts, là. Ouais, mais là, ça te rapporte ouais. un chèque de 100 000 $ pour un Ouais, personnage mais que parce que c'est grand-père ça qu'il a créé, fait qui ont comme jamais rien argent. fait. C'est ça que. Tu sais, je veux dire, ils ont fait de l'argent à partir de cette création-là. Il faut jamais Mais oublier ça. la propriété intellectuelle, c'est ça la question, c'est que à quel point que ta descendance a un droit là-dessus. Ah, ça, c'est. Ben, regarde, c'est pour ça que ça a duré longtemps, là. C'était pas un hasard, la raison pour laquelle ça a duré longtemps. Des C'était tout- injustes volets juridiques. Est-ce qu'on a Non, un mais avocat dans la écoute, il y en- salle? il y en a tellement eu des histoires de même. La plus monstrueuse, je pense, ça reste quand même Hergé puis Moulin-Sarr, les éditions Moulin-Sarr, puis toute la gang qui gérait ça avec un ancien patron de Disney, des parcs Oui, à thème, oui. qui était en arrière de ça. Puis écoute, si tu avais le malheur d'utiliser juste pour le fun pendant une journée de temps l'image de Tintin, tu te faisais ramasser. Puis il y en a eu au Québec qui se sont fait ramasser. Ouais, mais il n'y a pas eu le même problème aussi. J'écoutais un autre podcast la semaine passée, puis il parlait qu'il y a une marsupilami avec Spirou. Oui, ils ont eu des problèmes Ah oui, là-dedans Ils ont eu aussi. des gros problèmes Euh, là-dedans aussi. T'as pas Jack Kirby aussi qui a eu des histoires avec Marvel, parce que ça a été compliqué aussi sur certaines créations. Ouais. Ça n'a pas été facile non plus. Bref, ça s'est réglé, puis Smallville était déjà rendu à quoi? 9 saisons quand ça s'est réglé? Comment? 10? Ah, c'est- Quand ça s'est réglé, là? Ouais, quand ça s'est réglé, c'était la finale. C'est pour ça qu'il a pu utiliser le costume, parce qu'enfin, c'était réglé, puis il pouvait. Ben, Puis c'est ça. il y a- ouais. il y a- Et il c'est y ce que avait, j'amenais il y avait tout à volé l'heure. dans cette saison-là, il me semble. Oui, mais il l'avait fait voler dans saison 4, rappelez-vous, puis là, il y avait Mais une twist c'était pas de- lui, il était c'est ça, possédé par c'était une un autre Ouais, univers. Non, Il oubliez n'était pas. pas possédé par La première kryptonite fois qu'il a rouge. rêvé et qu'il a volé, c'était dans des rêves. Oui, puis on voyait juste une cape rouge flotter. Non. On est Il a rendu déjà dans volé Dallas. dans un rêve. Il se réveillait au-dessus de son lit pendant qu'il dormait. Oui, t'as raison. Puis pendant la nuit, pendant qu'il dormait, ça y arrivait qu'il voyageait au-dessus de Smallville, puis ça allait à des places, puis ça ne rendait pas compte. Parce que moi, adolescent, dans mes rêves, c'était pas ça qui arrivait. Là. Moi, je rêvais pas à la même affaire. Je volais. Il y avait quelque chose qui volait, mais Tu te réveillais quand même dans ton lit avec un état second. et mouillé. Ah mais, pour oui, toute écoute. toute autre raison que. Si t'étais couché sur le ventre, t'étais peut-être surélevé. un Ouais, peu. une petite affaire surélevée, oui. J'aurais peut-être dû me mettre un trou dans mon lit. En tout cas, peu importe. Cela étant, tant mieux. Fait que Tom Welling, c'est confirmé. Crisis on Infinite Earth, normalement, devrait faire partie de la grande fête de DC. On peut appeler ça la célébration des séries télé chez DC. là. C'est carrément Pas ça. juste ça, c'est un hommage à toute leur série, puis aussi, c'est un gros merci à Stephen Amell pour tout ce qu'il a apporté Exactement. à cet univers-là de DC chez CW, parce que l'univers consensuel qu'on a présentement n'existerait pas sans lui. Effectivement, il a donné beaucoup pour cet univers-là, puis ça a fait en sorte qu'on a été capable d'avoir une belle finale Ben, comme celle de pas Crisis. juste qu'il a donné beaucoup, Et autant c'est- de bonnes choses. ben, pas juste ça, c'est parce que lui, il avait eu la manie, il fait partie des acteurs qui veut faire ses cascades. C'est qu'au niveau
des cascades, des combats, de tout ce qui est apporté, qui a été différent chez CW, c'est tout lui qui a apporté cette tangente-là, puis ce nouveau genre-là d'action. Puis ils se sont entourés des équipes techniques de cascadeurs, puis de chorégraphes qui sont vraiment incroyables. Puis ça tourne tout alentour de lui. Mais c'est de la peau. C'est de la peau. Si vous voulez vous lancer là-dedans, je vous le dis tout de suite, là, c'est de la peau. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas aussi évident qu'on pourrait le croire. Si vous aimez l'univers de DC, ça vaut la peine de se lancer. Les séries sont inégales, les saisons sont pas toujours aussi efficaces, mais ça vaut la peine. Si vous êtes le moindrement fan, particulièrement de Flash, Arrow, même Black Lightning, Legends of Tomorrow s'améliore avec le temps. C'est vraiment... ils utilisent bien leur univers avec ça. Moi, Legend of Tomorrow, là, c'est le coin du DC Universe, donc je ne suis pas capable. Ah ouais, moi, j'aime ça. Je suis pas capable. Ça s'améliore. On va J'ai parler jamais d'un compris. autre sujet plus tard où tu parlais d'une équipe de super-héros qui est lancée dans... Ouais. Ben, c'est un petit peu ce qu'ils font avec Legend of Tomorrow. Là, ils s'amusent à se promener comme les Schtroumpfs quand Comme ils les voyageaient dans le temps. Ah, ils ne volent Puis pas ils mon rient avec exemple. ça. La série se prend pas au sérieux. Puis tu gagnerais beaucoup, je pense, à écouter. Je vais essayer. Mais à toute fois qu'il se pointe d'une BD, je fais tout le temps comme... pas ça me tente pas. Mais de toute façon, Legion of Tomorrow existe toujours chez CW parce qu'il y a l'avantage d'être la série inclusive. Ah, OK, ouais. C'est la série Disney. C'est la série Tout le monde est là. Ouais, c'est correct. Tout est là, c'est tous les genres, tout est là. Tout est là. Hey, on va lâcher un peu le monde du comic book puis des super-héros. On va se lancer dans les zombies. Hey, il y a un film de zombies que tu m'as fait écouter, Pat, que tu m'as fait découvrir au grand regret de ma blonde. Moi, j'ai trippé. Là. Moi, j'adorais ça. Vers la fin, j'ai commencé à trouver que c'était long. Vers la fin, je me suis dit, la blague était tirée. Non, moi, je suis pas d'accord parce que moi, au début, là, quand... parenthèse, on va parler de The Dead Don't Die. The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, qui, comme pour plein de films, a une espèce d'étrange critique sociale qui amène... Mais moi, ce qui m'a fait triper, là, c'est le clin d'œil à l'univers zombie et au genre, au cinéma qu'il a fait, à des grands classiques, puis en même temps, se servant de ça, toute la claque d'en face qu'il donne à plein de monde sur ce genre-là, sur l'univers, sur la consommation. Moi, j'ai trippé, là, j'ai trippé. Puis les personnages, là, c'est tous des gens qui ont travaillé avec lui plusieurs fois qui sont là. Mais on va se le dire, le duo de Bill Murray et de Adam Driver est d'une efficacité redoutable. Puis Adam Driver qui, dès le départ, il sait, lui, c'est des zombies, c'est ça chie, ça va mal finir. Il est là, il est tellement là, blasé, mais convaincu de ce qui va arriver, que c'est le personnage le plus génial du film. Et même Bill Murray qui se prête au jeu de justement le blasé. Là. On sait tous comment ça va finir. On est dans un des millièmes films de zombies. On sait comment ça marche. On connaît la dynamique. Et c'est... Moi, il y a le bout de la fille qui jouait le Sorcerer Supreme dans Doctor Strange. Toi, tu parles Chloé de... Sevigny. Non. Oui. Il parle de Tilda Swinton. Ouais, l'espèce de... Celle qui s'occupe de la morgue. Là. Oui. Ouais, c'est OK. ça. Ouais, ça j'ai... Mais l'affaire, c'est que ça, moi, encore là, j'ai apprécié le clin d'œil parce que si on se souvient de Plan 9 from Outer Space, les extraterrestres se servaient de zombies, il y en avait rien que 3, je pense, se servaient de zombies pour tenter d'envahir la Terre. Il y en a plein de clins d'œil. Juste la direction photo, de la façon dont c'est filmé quand il se promène en char. Là, es-tu en train de me dire que si j'ai pas vu la filmographie du réalisateur, il y a beaucoup de choses que je ne catch pas? Ben, je pense pas, je suis pas d'accord. Oui, mais surtout le genre du film de zombies en général. Parce que le film a la qualité de ses défauts. Il utilise beaucoup les tropes puis les trucs qu'on utilise dans les films de zombies. Puis il rend hommage puis il parodie un petit peu. Selon moi, de manière inefficace, mais c'est ce qu'il fait. Non, c'est efficace, par exemple. L'affaire, c'est que moi, j'ai apprécié parce que, bon, là, on va rentrer dans les termes fuckés, là. C'est très, très, très méta, comme diraient les gens là, qui sont... Méta. Oui, méta, là, c'est-à-dire que tu es tellement dans le détail, sur détail, puis le premier, deuxième, troisième, quatrième niveau, qu'à un moment donné, ça vient un peu fucké. Puis il faudrait réécouter le speech de... c'est Orzier qui est là, à un moment donné, qui est le livreur, là. Puis qui fait un long speech au début. Là. Everything's perfect. C'est It's ça. all in the little details. Tout est... Puis chaque détail, chaque petite affaire, écoute, juste le clin d'œil de la consommation avec chaque zombie est lié à un objet qui se souvient, puis les zombies parlent. Technique un peu qui avait été utilisée dans Day of the Dead. Ouais. Day of the Dead. Ben, même Down, parce que... Ouais, Down, moi, c'est ce que ça a j'ai commencé moins aimé. dans Down. Le côté matérialiste et que les zombies sont attirés par quelque chose, oui, effectivement, c'est intéressant, c'est drôle, mais ça a déjà été fait. Tu sais, la naissance du genre dans... Ben,
pas avec Night of the Living Dead, mais beaucoup dans Dawn of the Dead, avec les gens qui sont dans le centre d'achat, qui consomment. Les zombies sont rendus des idiots, mais ils retournent quand même aux endroits où ils allaient toujours. Mais c'est dans Land of the Dead. Ils le c'est rendu reprennent. dans Land of the Dead, Là, qui sont rendus, qui ont évolué. Oui, là. puis là, ils sont même capables de reprendre le travail qu'ils avaient au moment où ils sont morts. Tu arrives devant une station-service à un moment donné, puis tu as un zombie qui s'en va mettre de l'essence dans le vide. Mais là. là où moi j'ai trippé puis j'ai trouvé ça intéressant, c'est que tu prenais. Il y a comme 3 films, là, 3 niveaux du film. T'as eux autres, ils sont pognés dedans, là, puis là, bon, ça dérape totalement. Mm-hmm. Après ça, t'as les gens qui vont comme surconsommer, puis là, t'as l'attaque du réalisateur contre la surconsommation et t'as la personnification du réalisateur via Tom Waits qui observe tout le monde. Puis là, tu te rends compte que finalement, Tom Waits, c'est ça, le voleur de poulet qui observe tout le monde et qui est en train de se dire « Ah, mais là, eux autres sont vraiment tous dans la merde. » Et c'est comme si lui devient à un moment donné le narrateur, puis que là, Bill Murray se rend compte qu'il est dans un film parce qu'Adam Driver a le script. Et ça, c'est le moment génial du film. Désolé, spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais à un moment donné, ils sont dans la voiture, Adam Driver et Bill Murray, et Bill Murray se rend compte que si Adam Driver sait que le film va mal finir, c'est tout simplement parce qu'il y a le script. Que Jim Jarmusch y a donné. Il y a le script du film. Et là, tu dis, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? Total décrochage. Total décrochage assumé des 2 acteurs qui se regardent et qui se disent OK, t'as le script, pourquoi moi, il me l'a pas donné? Moi, j'ai seulement eu les moments de mon personnage. Puis Bill Murray, qui travaille souvent avec Jim Jarmusch, qui en veut à ce moment-là. Ah oui, puis Jim, pourquoi tu m'as pas donné le scénario complet? Pourquoi moi, j'ai pas droit au scénario, puis il comprend pas, et ça donne un moment qui est, selon moi, succulent, presque classique. Oui. Ben, c'est ça qui fait que quand tu regardes tous ces petits niveaux de lecture-là du film, c'est ce qui fait que moi, j'ai trippé autant. Puis, mais pourtant, il y avait eu des critiques tellement mitigées, il y a eu un accueil froid par les gens qui disaient qu'ils n'ont pas compris jusqu'où ils s'en allaient avec ça. Alors que tu l'écoutes, tu délires, puis là, tu te rends compte que c'est vraiment comme un peu comme une claque d'en face. Un peu à la façon dont on parlait tantôt avant d'enregistrer, un peu comme Falardo a fait. Avec Elvis Gratton Avec 2. Elvis Gratton, où il s'attaquait un peu à quelque part aux spectateurs. Puis non seulement ça, mais Falardo, dans son 2e film, ce qu'il critiquait beaucoup, c'était le fait qu'il était obligé de faire un film pour financer le film qu'il avait véritablement le goût de faire, qui à ce moment-là était 15 février 1839, si ma mémoire est bonne. Puis il a critiqué, à la fin du film, il nous envoie chier, là. Il nous dit, vous êtes des caves, je t'ai écœuré, ça me tente plus de faire ce genre de film-là. Moi, j'aime ça quand le réalisateur s'implique dans son film puis finit par effectivement nous lancer un message. Je trouve ça toujours intéressant. Mais tu sais, je l'écoutais avec ma blonde, puis au début, la joke, elle fonctionne. Mais effectivement, après un certain moment, tu sais, je ne veux pas qualifier le monde de normal, les épais et ceux qui comprennent, mais après un certain temps, elle était tannée. Elle était écœurée. Tu sais, la joke... C'est pour ça qu'on attend tout Zombieland 2. Ben, tu t'amènes un excellent commentaire, Alan. Ceux qui s'attendent à un Zombieland ou à un Shaun of the Dead, vous allez être déçus, là. Écoute, pourtant, c'est très, très drôle. Oui, mais le moment... Mais, gars, tu vois, ça, c'est un autre élément. T'sais, le moment où je l'ai écouté, moi, je m'attendais justement à un film de détente. Puis là, je me suis dit, oh, OK, je m'embarque dans quelque chose. Je m'embarque dans de quoi? Puis peut-être qu'avoir su, je l'aurais peut-être pas écouté dans cette circonstance-là, ce soir-là en particulier. J'aurais peut-être pris plus mon temps. De voir Adam Driver arriver dans son mini-véhicule à toute vitesse. Écoute, il roule tellement vite. Ils sont smart, là. Et le plus drôle, c'est la joke de Star Wars qu'ils ont inséré aussi. Où, écoute, j'ai fait comme, OK, ils sont allés là. Ça, c'était bien. Mais on le suggère. Si on est un fan de zombies, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument voir. L'affaire, c'est qu'il faut le voir. Puis en même temps, si on est un fan de Jim Jarmusch, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il a fait avec ça. Comment il a interprété le genre zombie en y faisant plein de clins d'œil, plein de clichés. Puis bon, ben, tu sais, c'est cérébral, mais bon... Dirais-tu qu'il a laissé sa marque dans le genre ou il s'est contenté de peut-être juste surfer sur le genre? Ben, il a surfé en utilisant une bonne idée, mais ça fera pas... Jean-Nic, il a laissé sa marque sur le genre? Je vais y en revenir dans mon poison. Ah, OK, tu vas y revenir dans ton... excusez, tu fais du tease à cette heure? Oui, c'est ma marque de commerce de faire des liens. 2 podcasts, puis il fait déjà du tease. Il est têteux. Mais moi, tout ce que je peux dire, si vous voulez vraiment avoir un film bon avec Adam Driver, écoutez Logan's Lucky. Ah oui, ça, c'est génial. Je ne l'ai pas écouté encore. C'est tellement bon. C'est un chef-d'œuvre d'Adam Driver. Ah, oui, mais il est vraiment meilleur qu'on le pensait. Il était bon dans Star Wars. Moi, je suis pas prêt à lui tirer des pierres dans Star Wars, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup. Écoute Logan's Lucky, là, puis tu m'en parleras après. Je vais essayer de t'en mais parler. il était excellent là, dans la série Girls, là, c'est ça? Girls, oui, c'était bon ça.
ça. Écoute, il était complètement déchiré. C'était débile. Là, Non, c'est un bon acteur. C'est un bon acteur. Oui, il est bon. Je lâche Pat, je me tourne vers Alan parce que je dois te remercier, te féliciter, m'agenouiller, te licher les orteils et te dire à quel point je suis content que tu m'aies fait découvrir. Une fois agenouillé, j'avais peur que tu me liches d'autres choses, mais en tout cas... Si t'insistes, Non, ça va être correct. je peux y aller. Non, Mais c'est bon. merci de m'avoir fait découvrir Young Justice que j'ai dévoré en même pas, je pense, 1h30. Ouais. Quelle bonne série. Ouais, sérieusement, là, c'est Bendis avec un team, là. Puis ce qui est le fun, c'est que contrairement dans le temps qu'il était avec Avengers, où c'était des adultes, puis c'était plus sérieux. Ah, là, il y a des ados. Lui, il est pas avec des ados. Puis le fun qui se fait avec ça. Et là, évidemment, j'en ai qu'à brûler ma comparaison, là, mais ça m'a vraiment fait penser au Schtroumpf qui voyage dans le temps. Et je oui, ris pas, Pat. Et je m'explique, parce que là, ça mérite une explication. Là. Incroyable. C'est qu'on a pris un team, on s'est dit, garde, on pourrait le faire fonctionner dans le DC Universe, on pourrait le lier à tous les événements qui se passent actuellement dans le big picture du DC Universe, ou on pourrait tout simplement les prendre, là, les crisser dans le fin fond du calice, puis juste s'amuser à y suivre. Tu sais, de toute façon, la prémisse a aucun sens parce que t'as la petite fille de Jonah X Oui. qui se promène parce qu'elle, elle a comme ramassé un héritage de Monsieur X, puis elle sait pas quoi faire avec. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a un pick-up avec un coffre. Un peu à la Pulp Fiction. Ouais, sauf que dans le coffre, qu'est-ce sait pas qu'il y a? ce qu'il y a. On sait pas qu'est-ce qu'il y a, mais on sait que c'est possiblement catastrophique. C'est qu'elle, elle court dans la ville avec ça, mais elle pogne un genre d'accident quelque part, puis il y a plein de choses qui commencent à exploser, mais au moment où tout se passe là, bizarrement, t'as Tim Drake qui est là, t'as Impulse qui est là, Cassandra Sandmark, qui est la Wonder Girl. Wonder Girl Teen qui est là, Titan. des Teen Titans. Toute la gang est là au grand complet, puis tu te rends compte qu'il y a comme un autre univers qui s'appelle le Gem Wall. Qui est clairement impacté par toutes les crises, Toutes les crises qu'il y a eu, qui ont été menées par DC dans les 15 dernières années, les 7 crises. ont détruit leur univers, puis sont tellement en crise qu'ils décident de revenir sur Earth One, dans le fond, l'univers normal. Puis ils veulent tuer le monde. Là, ils se disent c'est assez, parce qu'à chaque fois que vous pétez, un peu à la manière de Superboy Prime qui donnait des coups de poing et qui avait des effets sur l'univers, nous, c'est le contraire. Là. C'est à chaque fois qu'il y a une crisis dans le DC Universe, dans le multiverse, Ils pètent le Gem Wall. on pète le Gem World. On leur cause des problèmes. Puis eux autres ont l'air d'avoir des houses selon les différents gemmes. Ils ont un conseil. Il y en a un là-dedans qui est plus puissant que les autres. Puis, ils ont leur propre univers. Mais l'affaire, c'est que là, sont tannés, ils décident de venir sur Terre régler notre problème et Puis ils tombent sur Young Justice. C'est sa petite gang-là qui sont même plus une équipe, ça donne juste qu'ils sont à un point A, qu'il y a une catastrophe qui se pointe, puis ils se ramassent dans l'univers de Gem Wall. Ils ont la moitié de leur mémoire qui est plus là, tout simplement. Je veux dire, Ouais, Tim il faut qu'ils Drake, se rappellent un peu près que ça, puis qu'ils se remettent là, mais sauf que Tim Drake, il ça est fait du super bien de le sympathique. revoir. Ça fait du Impulse, sérieusement, le Kid Flash, il est tellement drôle. Il est tellement Quel bon. cave, là. Il est tellement bon. Wonder Girl, et évidemment, il y a un punch qu'on vous donnera pas. Hein? On le donne-tu? Non, on le donne pas. Non? Ouais, Non, le on donne punch, pas. Hey. Non, on donne pas le punch. Ben, tout le monde le sait qu'il revient. Bon, mais Il est sur le cover de la Alan- crise de BD que tu as mis sur le. Alan, t'as trouvé. Tu as mis On donne- la photo sur Oui, Facebook, mais on il est donne- là. Ouais, mais on n'en parlera pas pareil parce que c'est une belle surprise. Et je sais que j'en avais déjà parlé dans un ancien podcast, mais moi, j'étais un fan de la run de Geoff Jones sur Teen Titans, qui était finalement Young Justice qui devenait les Teen Titans. Parce que Oui, c'était mais ça, là. Mais c'est justement de là que Bendis est parti pour relancer le Young Justice, parce que depuis que Teen Titan avait remplacé Young Justice, il n'y a plus jamais personne qui a réussi à ramener Young par après. Parce Non, qu'il n'y a parce plus que- jamais rien qui a marché. Mais non, mais c'était eux autres qui avaient gradué. Tu sais, il n'y avait plus de personnages pour faire Young Justice parce que quand tu commences le TP de Teen Titan de Geoff Jones, c'est carrément ça. C'est eux autres qui graduent de Young Justice à Teen Titan pendant que les Teen Titans graduent à Outsiders. Tu sais, je veux dire, t'as Dick Grayson puis sa gang, t'as juste Starfire puis Cyborg qui restent avec les Teen Titans. Fait qu'il n'y avait plus d'équipe de Young Justice. Et avec le Rebirth puis le New 52, il y a une équipe de Teen Titans actuellement avec Damien puis sa gang, là, puis le fils de Superman qui est apparu là-dedans. Fait qu'il y avait de la place pour tous ces personnages-là qu'on a oubliés, Ouais, puis sauf qu'on a mis de oublie côté. Jonathan est rendu ailleurs. Ah ouais, c'est vrai, il est rendu ailleurs. Mais je veux dire, on a oublié ces personnages-là. Puis moi, je les aimais, ces personnages-là. Mais c'est surtout là, que ça fait longtemps que même je pense que chez DC, qu'on n'avait pas eu une série qui avait de la naïveté. Ouais, et je lisais l'entrevue que Bendis a donnée à la fin du hardcover, en passant à le hardcover, là.
si vous êtes un fan de DC, là, puis je te regarde, Jean-Nic, t'as aucune raison de ne pas avoir ça. Là. Je sais. T'as aucune raison de ne pas avoir Il ça. sera dans ma collection. Il est magnifique. Je vais l'acheter. Il est magnifique. Il est magnifique, puis il coûte pas très cher, là, je vous le dis tout de suite. Là. Il est génial. Et dans l'entrevue qu'il donne à la fin, Bendis, il dit, regarde, mon modèle pour Young Justice, puis le comment est-ce qu'il appelle ça, le Wonder... sa ligne, là. Ouais, c'est Wonder Comics. Wonder Comics. Il dit, ma ligne là-dedans, là, il dit, quand j'ai rencontré Dan Didio, qui est le big boss de DC, c'est de refaire un peu ce que je faisais avec Ultimate. Et effectivement, quand tu le lis, là, il y a eu des passes où je me suis dit, man, c'est les meilleurs moments d'Ultimate Spider-Man. Ouais, mais de toute façon, même les personnages, c'est Naomi qui a apporté, qui est genre une fille qui a des super pouvoirs, mais qui est genre qui est une chroniqueuse de tout l'univers qui existe là-dedans. Qu'est-ce qu'il est en train d'amener avec Young Justice? Puis moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est parce que sans vraiment amener de sport-là, tantôt, on a parlé du coffre de Jenna X. Dans la série de la suite des 6 premiers numéros, tu as eu, il se ramasse dans plein d'univers différents, puis il se ramasse dans l'univers de Kingdom Come. Puis tu as le Dr. Fate de cet univers-là qui check le coffre et fait comme ce coffre-là ne reste pas ici, vous me le décalissez. Ça, c'est intéressant. On va revisiter Kingdom Come. C'est toujours un hit, ça. Quand tu dis que les powerhouses de DC qui sont du Kingdom Come voient ce coffre-là, puis ça fait comme ça peut pas rester ça, c'est trop dangereux. Ah, c'est bon, là. Il y a de quoi qui s'en vient. Il y a Là, de quoi qui s'en mais moi, je suis au premier TP qui contient les 6 premiers numéros. T'es rendu à quoi, là? Combien de numéros? 9-10 à peu près. Donc, le deuxième TP devrait sortir au début de l'année prochaine. Au début de l'an prochain, plus janvier, février. Mais garde, si vous êtes un gros fan de DC comme Jean-Nic, c'est encore toi que je vise, vous devez absolument avoir Young Justice. Oui, effectivement. Puis le style très cartoon des dessins là, rappelle vraiment l'époque là, de DC. Là. C'est vraiment quelque chose de le fun. Ah oui, j'ai trouvé ça super sympathique. L'humour, les dialogues, il n'y a rien qui ne fonctionne pas dans cette série-là. Non, moi j'ai adoré. Honnêtement, je l'ai dévoré. Écoute, j'ai commencé après-midi, puis je me suis dit, j'aurais peut-être pas le temps de le finir pour en parler à soir. On parle justement de Bendis, surtout tu faisais des liens avec son univers de Marvel. Sans spoiler, le bout de Kid Flash avec ce qui se passe, ça t'a-tu fait penser à Astonishing X-Men? Ben oui. Mais moi, j'étais un gros fan de Ultimate X-Men, un gros fan de Ultimate Spider-Man. Ultimate Fantastic Four, j'ai plus ou moins apprécié. Oui. C'était pas super abouti, Ultimate Fantastic Four. Ça a été garoché un peu, hein? Ouais. Ça a été garoché. Dr. Doom avait des sabots dans les 6 premiers numéros par Warren Ellis. Oui, c'était vraiment vilain, ça. Puis je me souviens que j'avais embarqué, Pat, dans le temps parce que je cherchais une porte d'entrée, puis on en parlera plus tard, les portes d'entrée dans le monde du comic. Moi, chez Marvel, c'est Ultimate qui a été ma porte d'entrée, puis c'était au moment où Fantastic Four sortait. J'avais eu les 6 premiers numéros. Les 6 premiers numéros de Warren Ellis, c'était de la dombe, mais par après, ça s'est beaucoup amélioré, Fantastic Four. Oui, mais il m'avait déjà perdu. Le mal était fait. Annihilus, dans la négative zone, c'était génial. Ouais, non, ça, le fait que la façon qu'il avait expliqué pourquoi que Richard était tellement intelligent, c'est parce que son cerveau était rendu élastique. Ça fait que plus il apprenait, plus son cerveau s'en faisait. Il y avait plein de bonnes idées dans ça. Mais dans tous les Ultimates, il y a eu de bonnes idées. Puis je vous en reparlerai dans mon poison. Il y a de ces idées-là qui ont survécu le Secret War, puis qui ont survécu l'espèce de merge des univers. Ben, c'est le même problème que n'importe quel reboot ou quelque chose du genre d'un univers. C'est comme, présentement, je pense que c'est chez Boom qui sont en train de rebooter Buffy. OK. Là, c'est à savoir s'ils vont faire la même gaffe qu'avec l'Ultimate, c'est que tu veux rusher tes gros arcs. Mm-hmm. Tu veux reprendre tout ce qu'il y a eu du succès. Puis tu veux y ramener vite parce que c'est ça qui t'intéresse. Parce que chez Ultimate X-Men, Phoenix, là, ça avait pas été long qu'ils nous l'avaient ramené. Puis là, ils voulaient refaire tout, à peu près les arcs des X-Men qu'on a connus ou presque. On attendait Age of Apocalypse, on attendait les... X-Men, en moins de 5 ans, ils avaient fait tous leurs gros arcs. Oui. Puis c'était... Ils n'ont pas ramené grand-chose. Ils les ont fait aussi au cinéma, et on a vu ce que ça donnait. Regarde le cassé de party. On parle de Marvel, c'est sûr. Il est l'enfer. Tant et aussi longtemps qu'on va parler de Marvel, il va faire ça. Là, les auditeurs, on va... Il y a du bon dans Marvel. Il y a du bon, là, ouais? Mais... Quand t'as fini de lire? Mais je parle, les derniers X-Men ne sont pas dans le bon. Non, X-Men Dark Phoenix, c'était... Mais tu l'as acheté. J'ai pas eu le choix. Moi, j'ai une maladie, hein. Je peux pas avoir juste un film d'une série. J'ai quand même les Batman de Joel Schumacher, puis j'ai les Jurassic Park de Colin Trevorrow. Puis... Moi, je sais, c'est triste. Ouais, puis j'ai déjà entendu dire que Nolan avait fait plus que 2 films. Oui, aussi. Il a fait Dark Knight Rises, puis je l'ai aussi. Hey, parlant de Jurassic Park, juste avant d'aller à Undone,
qui est le petit sujet de Jean-Nic qui respire dans le micro. Ce qui est le pire, c'est qu'il est à 12 Un jour, pouces tu du m'as acheté micro. un fil qui a de l'allure. Hein? Il est tellement loin de son mais micro. En fait, j'en ai deux qui respirent dans le micro. J'ai pas puis Jean-Nic. Les deux, là, Moi, je je les respire. les gère Ça depuis tout à prend beaucoup l'heure. d'air pour alimenter une voix comme ça. Ou encore, vous avez tellement un cerveau qui a besoin d'oxygène pour être sûr d'être... Hein? Vous êtes au-dessus de tous. Ben, c'est sûr, l'affaire, on est plus intelligent, fait qu'on respire plus. Ouais, moi et Alan, on respire plus. Cela étant, juste avant d'aller à Undone, le petit short film que j'ai mis sur la page Facebook des Injustes sur Jurassic Park. Hey, comment avoir un 15 minutes meilleur que ton dernier film? C'était tellement bon, ça. C'était-tu bon, rien qu'un peu? Hey, la petite fille est badass, pas à peu vrai. Mais tous les éléments qu'ils ont fait du premier Jurassic Park, des scènes marquantes du premier Jurassic Park étaient là. Là. Il fait noir, il mouille, on est dans des espaces clos et restreints. Les dinosaures, on le voit, mais rien que juste. Là. Mais j'ai quand même deux questions. Là. C'est Bon. que... Non, mais ça me rend peut-être le fun. C'est que, de un, les dinosaures se reproduisent vite. Oh, ben, ils oublient les tuer, ils disent qu'ils sont sortis. Oui. Puis de deux, depuis quand qu'une crossbow tire 2 flèches en 2 secondes? Ouais. Mais moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est qu'ils n'ont pas encore napalmé. Ils les ont pas... Mais c'est parce qu'au niveau des arbalètes comme ça, il y en a qui ont comme des... genre d'automatique, Ça là? existait au Moyen-Âge, là, puis il y avait comme des multichargeurs. Puis c'est comme un truc où... Ouais, à 2 corps. Comme les ok, balises, ouais. là. Puis Ouais. moi, ce qui m'a marqué dans tout ça, c'est ne te fie pas à tes voisins si tu te fais attaquer par un dinosaure. Parce qu'ils sont tous vivants dans les roulottes. Hein? Ah oui, Puis oui. ils sortent à la fin. Ah oui, puis ils te regardent te faire dévorer Ah oui. par un allosaure, un dinosaure qu'on n'avait pas vu encore hein, dans la série Jurassic Park. Quand même intéressant. Moi, j'ai trouvé ça cool, le petit short film qui se trouve à finalement être le pont entre le gros navet et ce qui s'en vient éventuellement. Là. Et vous êtes excités? Ben, attends une minute, là. Il faut quand même pas oublier que ça a été un de nos épisodes les plus mémorables où on n'a jamais autant démoli quelque chose que Jurassic World. Ah, ça avait pas de bon sens. Le deuxième Fallen Kingdom, C'est là, avec l'enfer. comment tu l'avais appelé, hein? L'Indo-petite-fille? Ah oui, l'Indo-petite-fille! L'Indo-petite-fille. On l'aimait tellement, l'Indo-petite-fille. Bon, mais heureusement, dans le short film, on l'a pas vu. Non. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais si on s'en va dans ce style-là, il peut y avoir un certain succès pour le film. Si on va dans ce style, pas horreur, Mais encore une fois, ils se ramassent avec tu sais, le même problème qu'avec Avengers, c'est parce que tu te ramasses avec quelque chose qui est inexplicable. Ah, mais ça, il va falloir que tu fasses ton deuil, Alan. Ah, je sais, sauf que à un moment Je suis donné, convaincu que les producteurs aimeraient avoir le même problème qu'Avengers. Ah oui! À plusieurs milliards de dollars. On tu a- vois. Ouais, exact. on a a trop rien fait que d'argent. 1,8 milliard. Ah, on n'est pas obligé de tout expliquer. Ouais, on a 1,8 milliard de dollars de problèmes. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Oui. Mais on verra en temps et lieu. Mais si vous ne l'avez pas vu, disponible sur notre page Les Injustes Facebook. Vous descendez un peu dans... puis il va être là. Il va être là, effectivement. Ce qui m'amène à Jean-Nic. Undone, c'est quoi ça? Undone. La semaine dernière, je vous ai parlé de Dark Crystal, une série originale de Netflix. Ah, pas encore cette des semaine. marionnettes. Non, on y va dans un style, mais qui est particulier aussi cette semaine. Undone, c'est la grosse nouveauté chez Amazon Prime, qui ne m'avait pas encore vraiment convaincu. J'avais bien aimé The Boys dans les séries originales. Il y a du contenu qui est particulier, qui est le fun. Gros coup de cœur, Undone. Je m'étais dit que j'allais en écouter un épisode ce matin pour être capable d'en parler, d'expliquer aux gens ça a l'air de quoi. C'est une Ok, série à gros propos... coup de cœur, t'en as écouté un. Non, j'ai écouté les 7 premiers Ok, sur ok. 8, finalement. Écoute-les donc. Non, C'est pour ça que je vous dis que finalement, gros coup de cœur. Premièrement, félicitations Amazon. Faire 8 épisodes, 25 minutes chaque, très bonne idée. Oh, c'est pas long. On évite beaucoup les temps morts. Sinon, la série, on suit une jeune femme dans la vingtaine qui cherche un peu. Sa sœur va se marier bientôt. Son père est décédé quand il était jeune. Premier épisode, accident de voiture. Elle tombe dans le coma pendant quelques jours. À son réveil, elle se rend compte qu'elle est capable de voyager dans le temps puis elle est capable de discuter avec son père qui est mort. Est-ce qu'elle peut le faire pour de vrai ou c'est des séquelles mentales suite à l'accident? Ou est-ce que c'est des fantômes familiaux qui la rattrapent puis c'est des problèmes mentaux qui la suivent depuis très longtemps? Ça a l'air lourd comme sujet comme ça, mais c'est traité d'une manière vraiment incroyable avec la construction de personnages qu'on ne soupçonne pas parce que c'est un drame humoristique. La série est créée par la gang qui sont derrière BoJack Horseman, qui est une de mes séries fétiches sur Netflix, qui est souvent considérée comme une comédie, mais qui, derrière toutes ces thématiques un peu loufoques, on a vraiment des grands drames humains. Puis dans Undone, c'est traité d'une manière magistrale, je vous dirais. Si vous vous intéressez le moindrement à tout ce qui touche le voyage dans le temps, puis la manière qu'on peut l'aborder dans le cinéma, dans la littérature, et surtout les problèmes mentaux, qui sont un grand fléau moderne, que ce soit autant l'anxiété ou
le stress social ou même la schizophrénie, la série aborde ça avec un tact, mais aussi avec beaucoup d'humour et d'humanité. Et ça, pour tous les personnages qui sont là. Le personnage principal, j'oublie son nom, la petite fille qui est derrière Alita. On va l'appeler Indo Petite Fille. Indo Petite Fille, l'actrice qui ne joue dans rien et qui est jamais un personnage... Majeur. Ben, en fait, oui, mais on la voit jamais elle. Parce que, L'actrice encore qui une ne fois, joue dans rien. oui, ben, je veux dire, dans Alita, c'est elle qui faisait les captures, mais c'est en 3D. Dans cette série-là, je ne l'ai pas précisé au début, mais on utilise la même technique cinématographique Je vois qu'on aider, j'en ai. utilisait dans Waking Oui, Life. C'est Rosa Alzar. Ah, merci. Merci beaucoup. Mais Ok. on ne voit pas Rosa Alzar comme on ne voit pas le reste du casque. C'est comme dans Waking Life ou comment ça s'appelle? Scanner Darkly. Mhm. C'est comme si on avait filmé et on avait mis une espèce de peinture pour mettre ça en animation après. Ça s'appelle la robotonique ou c'est un terme qui ressemble à ça. C'est vraiment incroyable. Ça donne l'impression que tu vas avoir mal au cœur en écoutant ça parce que c'est un petit peu uncanny, mais ça fonctionne vraiment bien dans la série puis ça permet de mettre une palette de couleurs vraiment incroyable. Donc, c'est ça. Je m'étais dit que j'allais partager ça avec vous parce que c'est la grosse série de Mais science-fiction. 25 minutes, c'est quand même rare comme format pour une série de science-fiction. Ben, peut-être, c'est peut-être à cause du format d'art aussi là-dessus, vu que c'est comme Compliqué. compliqué à dessiner dessus. Puis de toute façon, le style, comme si vous avez déjà vu Scanner Darkly, ça n'a rien à voir, mettons, avec le film de Van Gogh qui est sorti, que lui, ça donnait mal au cœur pour de vrai. OK. Mais c'est une technique qui est quand même éprouvée. Là. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Non, absolument pas. C'est juste de redessiner par-dessus la pellicule. Ok. Ils faisaient ça dans les vidéoclips des années 80, mais en façon plus cheap. Là. Take on me. Je sais pas si, bon, là, je fais appel à votre mémoire, là, mais je sais pas si vous vous souvenez, un des premiers films sur Le Seigneur des Anneaux. Ralph Oh. Bakshi utilisait cette Ah, technique-là. non, oui, non, oui. rappelle-moi pas ça. Écoute, moi, Quel j'aime... mot de tête. Non. Moi, j'adore encore ce truc-là. Arrête, Pat, quand je veux m'endormir puis que je fais de l'insomnie. De toute façon, toi, regarde, écoute, du gars qui a pas aimé 2001, là, fait que toi. Non, mais attends un peu, là. C'était probablement le pire film de l'histoire de l'humanité, là. Écoute, moi Jamais. puis mon chum, Non, là, non, on n'a non. jamais réussi à le finir. là. Non, regarde, on le sait, c'est quoi le pire film de toute l'histoire de l'humanité? C'est Top Gun. Oui, Donc, oui, ça, C'est c'est correct. Aquaman. Non, Aquaman, c'était très bon. Mais non, mais attends un peu, là. Tu me ramènes là-dessus, là. Lord of the Rings, là. Une chance que Peter Jackson s'est inspiré parce que Christ que c'était pas bon, là. Hey, c'était lourd, là, avec les ombres puis les... Mais non, c'est justement... Écoute, Ouais, le t'as premier rien film compris. est long et Oh, lourd. écoute, c'est parce que long, vous là. l'avez pas compris. Bon, et toi, tu dis toujours pas nous dire c'est parce qu'on n'a pas compris. Non, mais regarde, écoute, à l'époque, là, il n'y avait pas grand-chose. Ben Puis oui, mais c'était je- quand même surprenant de voir quelque chose de Au même. niveau de l'animation, c'était révolutionnaire. Moi, C'est c'est ça. un style, je vais être obligé d'appuyer Martin. Ça me plaît pas particulièrement, les adaptations de Seigneur des Anneaux de Bakshi. Par contre, c'est un style qui est vraiment unique. Puis Mais ça a ça été a- révolutionnaire Mais dans ça le a cinéma servi d'animation. beaucoup à Jackson aussi, là. Il y a des scènes qui sont carrément Ouais, c'est pareilles, du là. copier- Ah, collé. le look des Nazgûl. Le look des Nazgûl, puis il y a des scènes qui sont carrément ressorties de là. Entre autres, cette scène terrifiante qui est aussi bonne dans la version de Jackson que dans la version de... Comment est-ce qu'il s'appelle ton réalisateur plate, là? Ralph Bakshi. Bashi, où ce que les Nazgûl arrivent, puis les Hobbits sont dans un espèce de trou de racines, là, sont comme en bordure de la route. Là. Cette scène-là est copiée-collée dans celui de Jackson, puis dans l'autre de ton réalisateur. Comment est-ce qu'il est plate, là? Ralph Mais tu sais, Bakshi. Martin, on retrouve aussi cette scène dans les romans. Oh, chien. Dans les romans, on retrouve Tout le aussi- monde s'est inspiré on d'une série de retrouve romans. Tombe Bombadil, puis je veux voir Tombe Bombadil. Oui, puis on retrouve aussi 3 chansons plates qu'on a été obligé de passer parce que Bon, personne bon. n'avait l'air. On salue tous les fans quand même du Seigneur des Anneaux puis de Tolkien. Là, on fait un peu de bashing sur votre dos. Là, Non, parce non, que non, Martin radote un peu, mais non, on l'aime hey, quand attends un même. peu, je l'ai lu, Tolkien, puis j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux. Je l'écoute à toutes les années, dans le même temps. Mais cette version-là, en particulier... Marc, tu nous écoutes, s'il te plaît, envoie-moi pas de bouette parce que j'ai sacré une volée au film d'animation. Non, mais S'il te plaît. On t'aime, Marc, Moi, j'aimais ok? ça. Bon, Oui, c'est correct. au moins, Marc, moi. il y a un gars qui est de ton bord, il y a un injuste qui est de ton bord, puis s'il te plaît. on va lire Silmarillion sur la Steve résolution de Marion, 2020. on va essayer de le lire. Puis... Mais il avait raison sur un point, Marc, puis je le salue parce qu'il nous écoute. Parce que dans le dernier podcast, je te disais, je disais que c'était inadaptable au cinéma, mais c'est ce qu'on disait de Fellowship of the Ring à l'époque. Personne ne voulait le prendre. Mais on disait ça de tellement d'affaires aujourd'hui. Puis de toute façon, regarde, écoute, excusez, là, mais ils ont quand même fait un film avec Battleship. C'est tellement un bon argument. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça? Ils n'ont pas fait un bon film. Non, ils n'ont pas fait un bon Non, film. on parle pas de bons films. Non, Mais ils ont fait ils en un film ont avec fait Battleship. ils ont On fait- appelle ça Transformers sur des bateaux.
Transformeurs sur des bateaux, effectivement, ça ressemblait à Ouais, ça. des bateaux qui bondissent dans l'eau, là. Moi, j'aimais ça. Hey, oui. Ça a lancé quand même la carrière de Mademoiselle Umbrella. Oui, et ça l'a fini aussi. Ah ouais, c'est vrai, hein? Dans le même film. Ça l'a lancé, puis ça l'a terminé. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, en fait. Il n'y a personne qui s'en porte mal pourtant aujourd'hui. Aujourd'hui, on enregistre et ça donne que c'est le Batman Day. C'est samedi. Alors, désolé pour ceux qui nous écoutent lundi. Là, c'est plus le Batman Day. Mais au moment où nous, on enregistre, c'est le Batman Day. Donc, si vous suivez le voyage dans le temps, là, ben, c'est ça. On est On le voudrait Batman tout Day. envier le monde des grandes villes comme Montréal et compagnie qui ont un bat-signal ce soir. Hey, c'est-tu génial un peu? Je suis content que Montréal se soit joint à la liste des villes qui vont faire ce bout-là. Je trouve ça vraiment Mais génial. regarde, mettez-vous une petite image sur votre téléphone, là, puis fermez la lumière, puis vous allez avoir un bâtiment. Oui, ou encore moi tout nu avec une lampe de poche si ma blonde à m'éclaire, ça va être correct. Normalement, ça devrait faire le bat-signal. Ouais, mais là, tu veux vraiment que Batman se joigne à la gang? Oui. Le Bat-Signal, habituellement, c'est pour l'appeler. Là. Oui, je suis convaincu qu'il va Ouais, venir s'il fait ça, c'est Dick Grayson qui va se présenter. dans son petit costume de Mais toi, cirque. ton fantasme, c'est pas Thor ou ben Non, moi, c'est dans lequel hein, que j'étais avec vous autres puis que j'ai carrément presque eu une érection? C'était dans dans Thor Ragnarok, Ragnarok. Ragnarok. Ouais. J'ai douté de ma sexualité dans ce film-là. À un moment donné, la scène était un peu trop intense pour moi. Même moi, j'ai fait comme wow! C'est incroyable. Cela étant, j'allais parler du Batman Day et non de mon orientation sexuelle. Et ne m'envoyez pas d'invitation non plus, s'il vous plaît. Non, Batman Day, l'an passé, on avait fait notre histoire préférée des comics de Batman. Fait que cette année, il y a juste Jean-Nic qui l'a pas fait. Ton histoire préférée de Batman, Jean-Nic? Si t'en avais une à choisir. De Long Halloween. De Long Halloween, Bon, c'est un enfin, classique. On c'est l'avait ça, tous c'est pas bien. mal sorti l'an passé Ouais, aussi. ouais, Je ouais. pense qu'elle était dans nos choix. Cette année, je vais y aller avec une question différente. Votre interprétation de Batman préférée par un acteur, toutes séries, films confondus, incluant les animated. Je commence par qui? Oh, Alan, t'as l'air prêt. Puis tu veux dire toute série ou toute Confondu, là. confondu. Malheureusement, là, ouais, pour une couple de séquences puis d'autres qui ne marchaient pas, là, le Batman de Ben Affleck, ça a été le premier qui bougeait puis qui avait l'air à se déplacer puis à agir comme le Batman des dessins animés puis des bandes dessinées. C'est le Batman qui se rapproche le plus, je T'sais, pense, des bandes dessinées. avec son grappling gun, la façon qu'il se déplaçait, qu'il sautait d'un bord puis de l'autre. Son costume qui avait pas l'air en caoutchouc. Exactement. Son entraînement, le fait qu'il était Gros. gros, qu'il était bâti, c'était lui qui avait l'air le plus Batman. C'est le Batman de Dark Knight Returns, je pense. Jusqu'au carrément. temps qu'il arrive puis qu'il tue 225 personnes avec son Badget puis sa Batmobile, là, tu fais comme ouais. Ouais, ça, c'est un peu... c'est Frank Miller-esque un peu. Là. Mais quand il a pas ta gueule de tout le monde dans des murs, tu pouvais comprendre qu'il mourrait et tout, mais c'est parce que Batman le faisait à journée longue, c'est juste que... Bon, dans le comic, on suit pas trop les suites de commotion cérébrale des des vilains qui se ramassent dans le mur. Là. Il y a peu ou pas de suite hein, à ces gens-là, à savoir qu'est-ce qui se passe avec eux autres. On parlait de troubles mentaux là, tantôt. Là. D'après moi, il y en a une couple qui reviennent pas. Ça va toujours me faire penser, moi, à la séquence, justement, de c'est dans Safari avec Terminator 2. Il faut que tu tues personne. Il prend son Gatling gun, il tire, puis il fait comme j'enregistre aucune mort, mais il accumule toutes ses blessures. C'est les quadriplégiques, les handicapés, tout au grand. Il n'y a pas de mort, mais il a tout calculé les blessures majeures. Ah, c'est terrible. Jean-Nic, ton interprétation, la meilleure selon toi? Souvent, le problème, c'est que ça fait soit un bon Bruce Wayne, soit un bon Batman. On a rarement les deux en même temps. Je vais y aller avec Kevin Conroy. Kevin Conroy, qui est un Ouais, pour la classique. série de Batman The Animated Series, qui faisait autant un bon Bruce Wayne qu'un bon Batman. En fait, le Ça problème doit être de... mon préf. En fait, le problème de Kevin Conroy, et ça, c'est... et je suis convaincu que je suis pas le seul, c'est la voix que j'entends quand je lis du Batman. C'est pas une mauvaise chose. Ça m'a jamais quitté. Je lis du Batman depuis des années. C'est sa voix que si j'entends. t'entendais si t'entendais la voix de Christian Bale, on se poserait des questions. Ben, c'est parce que j'entendrais rien, là, mais ça aurait pu être Adam West. C'est juste que ça ne fit pas. Mais, Adam West, on peut plus à cause du meilleur West. ouais, entre autres. Mais je te dirais que Kevin Conroy, c'est encore la voix que j'entends quand je lis mes comics. Là, j'ai lu le dernier TP de Batman de Tom King ce matin. Puis c'est la voix qui me vient automatique quand je lis du Batman. Ça m'a imprégné. Pat, Mais moi, je vais te surprendre. tu vas prendre lui du noir et blanc? Non, c'est toi. Moi, ça, c'est... Dans Ouf. un sketch complètement délirant Oui. de Batman dans un show d'humour d'une école polyvalente où j'étais Ah allé te oui, voir, oui, oui, oui. où t'étais survolté C'était- et t'as tenté de violer Robin je ne sais pas combien de temps pendant le court sketch. Mon chum Frank, et puis Oui. moi qui avait fait ça, on s'était basé Donc, sur le Batman et des voilà. années 60. Mais tu me fais une fleur. Je suis ta Oui. meilleure interprétation de Mais Batman. écoute, c'était une Pauvre toi. interprétation qui était mémorable. Après ça, je te disais, tu étais à égalité avec Val Kilmer. Donc, Ah, mais c'est pas pire, c'est pas Mais pire. ce qui est plus triste dans toutes les adaptations
discussion qu'on a sortie, c'est que même j'en ai qui en a parlé, ça fait comme. Il y a toujours une différence entre Bruce Wayne et Batman. Ben oui. On va donner direct un Oscar à Christopher Reeve. Qui a réussi Clark Kent et Superman à la fois. Dans Superman et Batman. Non. Non. Il y a que la séquence dans Superman 2 qui est iconique, et il enlève ses lunettes puis s'endresse ses épaules, Ah, puis t'as c'est l'impression qu'il génial. gagne 2-3 pouces Ah, en hauteur. ouais. La différence de prestance qu'il y avait entre ces deux personnages. Chez Batman, peu importe qui l'a adapté, jamais personne n'a réussi à faire ça. Tu sais, même Val Kilmer n'a pas réussi à faire baisser sa lèvre. Même en Keaton. Ouais, ben, tu vois, moi, c'est le mien, ça. Moi, Michael Keaton est, selon moi, la meilleure interprétation de Batman. Ouais, mais Michael Keaton, le gros problème, c'est qu'il ne fait pas tourner la tête puis il avait rajouté un menton. Oui, peut-être, mais c'était aussi le Batman qui était probablement le plus intimidant. Il parlait pas. Il était présent et sa présence était juste Il ne pouvait incroyable. pas parler, il avait un faux menton. Ouais, je le sais bien, mais là, arrête de péter mon rêve. Là. Je te dis que c'est la meilleure interprétation que moi j'ai vue. Batman Returns, Michael Keaton. Pour moi, c'est lui, Batman. Ça reste imprégné dans ma tête. C'est ma meilleure T'es interprétation. sûr que c'est pas un mauvais souvenir que tu as une jeunesse avec dans une ruelle avec quelqu'un qui ouvrait son manteau devant toi? C'est pour ça que ça te marque quand tu le vois il m'en Michael Keaton faire ça à chaque fois avec sa cape. Pourquoi t'as pas pété le rêve de personne sauf moi? Ben, Moi, il pouvait pas péter le mien, il t'attaquait toi. Je sais bien, là, il est tout content. Là. mais non, mais. Ouais, reste avec Ben Affleck. On s'excuse à M. Kilmer qui nous écoute, qui n'a pas été nommé par personne. Ben, j'en ai parlé à cause de sa babine. là. Ouais, mais personne Moi, n'a j'allais parlé, comparer à Martin. Ouais, mais On personne a parlé de George Clooney. Ouais, personne n'a parlé de George Clooney Ah, non pauvre plus. petit Là. gars. On a parlé d'Adam West, mais on n'a pas parlé de George Clooney qui est un très mauvais souvenir qu'on tente d'oublier. Là. Ouais, mais il y en avait des pins dans ce film-là. Et qu'il y en avait des pins. Ouf. Des plans sur le bas de cul. Des plans sur le bas de cul, sur les bas de seins aussi, dans le 4e. C'est ça, quand Batgirl a ce costume, puis que c'est Alfred qui veut l'aider, puis que c'est très malaisant. Parce que Les c'est bats-seins. Ben oui. Elle a des bad nipples aussi. Ah, elle. des Oui, il y a des bat-nipples partout. Là, mais Ouais, je mais me elle souviens avait la poitrine bien moulée. Je me souviens pas des Et ils font un gros plan sur les bas de seins. Et la réplique la plus douteuse de l'histoire de Batman, « Tu veux m'aider à l'enfiler, mon oncle? » Non. Je veux pas voir Alfred t'enfiler, Alicia Ah, mais Silverstone. ça, c'est le mal d'une société, ça. Depuis l'invention des cartes à puce là, pour le débit, là, c'est l'invention des caissières qui font comme « Monsieur, vous ne l'avez pas enfoncé assez profondément. Ah. Ah. » C'est quelque chose qu'on entend tout le temps. On devrait être habitué de nos jours. Et en terminant sur le Batman Day, il va y avoir une suite à The Dark Knight de Master Race de la part de Frank Miller. Et il peut pas juste prendre sa retraite pendant que... C'est pas grave. Il a décidé d'écrire une adaptation de L'Enfant sacré du Tibet. Moi, j'ai bien hâte de voir Ah, ce que ça va être donner. vilain. Mais Frank Miller, là, je suis plus capable. Ouais, ça marche plus, là. Et là, je vais vous sortir mon classique à propos de Frank Miller. Robocop! Que j'ai jamais été capable de Non, finir. mais juste pour parler de Golden Child, pourquoi ça va parler de Jonathan Kent? Mais pourquoi ça parle de Superman depuis deux tomes? Mais tu sais, puis aussi ça, puis ce Jonathan Kent-là, en plus, c'est la fille, c'est le fils de Wonder Woman et de Superman. Exact. Quelle sorte de powerhouse qu'il vient de créer là? Ah, ça n'a aucun bon sens. Mais même dans Master Race, c'était pas bon, là. Hey, t'es seul à avoir osé lire ça. C'était pas bon, là. De toute façon, là, de nos C'est jours, meilleur que Strike Again. Ouais, mais là, Strike Again, hey, en 2019, on peut encore appeler une bande dessinée Master Race. ça a l'air que oui. Frank Miller peut. Ah, OK. Le reste peut pas, mais Frank Miller, lui, il peut. Puis sérieusement, là, il en a perdu dans le dessin. Là. Ah, non, Master c'est Race, terrible. là, c'était pas mal écrit. Il y avait des idées intéressantes, mais le dessin là-dedans, là, il y a un cover où on peut voir les fesses de Lana, là, la fille de Mhm. Superman et de Wonder Woman. Ils sont comme à côté, et le visage de Wonder Woman, là, En fait, c'est un affront Hey, wow, à la wow, BD. wow, là. minute. On peut-tu donner une chance à un gars qui, il y a 20 ans, il était mort? Mais on s'entend-tu sur une chose, là? Tu sais, à l'époque de Sin City, qu'ils ont produit les films et ils ont réalisé qu'il est en train de mourir sur une table d'hôpital. là. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais, ça ouais. lui donne pas le droit de faire de la scrap 20 ans après. Ben, il faut qu'il paye ses billes d'hôpitaux. Hey, en passant, là, sur le dessin des femmes de Frank Miller, sais-tu moi où ils ont tous l'air de vieilles prostituées d'un quartier douteux? On Ben, dirait qu'il y a beaucoup de monde qui les ont passés dessus. Là. C'est Ben, dégueulasse. Là. L'affaire, c'est que souvent, son défaut au niveau des personnages féminins, c'est qu'ils ont toutes l'air sortis de Sin City comme pour certaines de ces Oh, ben, attends un personnages. peu. Ces filles dans Sin City étaient belles. Oui, il y avait des belles filles, mais l'affaire, c'est qu'il y avait. Est-ce que Frank Miller est encore entouré de la même équipe aujourd'hui qu'avant? C'est une excellente Est-ce question. que Lynn Varley est encore là, puis tout ce team-là qui l'entourait? Parce qu'il y avait des gens qui avaient pris la mesure de l'art de Frank Miller et qui étaient capables
de circonscrire certaines affaires. Mhm. Comme De le certains mettre en valeur. les grands encreurs, les grands coloristes, on les oublie souvent. Ben, ces Scott gens-là. Williams sur Jim Lee fait une job Excuse-moi. écœurante. Finalement, tu l'avais-tu lu, dire 16? Exercice, non, je ne l'ai pas lu encore. OK, personne ne l'avait lu encore parce que ça, sérieusement, au niveau de l'art, puis des couleurs, puis tout, c'était pareil au premier 300. Là. OK, fait qu'il y avait une job qui avait été bien faite de ce côté-là. Effectivement, là, les deux se comparaient. Là. OK. Et comprenons-nous bien, là, je suis pas en train de lui reprocher de ne pas faire des pin-ups comme Jin Lee fait tout le temps. Mais je veux dire, la prédominance sur le dessin, là, il fait une grosse paire de seins, une grosse paire de fesses, c'est ça que tu vois, la face de la fille. Il utilise quand même les stéréotypes, Oui. mais en plus, il les fait tout croche. Mais c'est parce qu'on C'est jurait que la dessiné par fille- un enfant de 7 ans. C'est parce qu'on jurait que la fille a mangé genre 8 coups de poing dans une ruelle par un bum. Là. C'est insultant. Il n'y a rien de beau là-dedans. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Hey, Pat, tu voulais me parler des éditions Bouclier. Oui, les C'est quoi ça? éditions du Bouclier. Du Bouclier, excuse-moi. Les éditions du Bouclier, c'est une maison d'édition régionale, OK? une maison d'édition québécoise qui vient de lancer 2 livres, c'est-à-dire Terminal, le tome 1, insaisissable par Noémie Gauthier, et Le vol d'Isrinard, tome 1, Les Sœurs fatales, par Rachel Gilbert. Écoutez, c'est une maison d'édition de la région qui a eu l'audace et la prétention de vouloir être capable de publier des auteurs de genre, c'est-à-dire de la science-fiction, du fantastique, et chapeau. Moi, je leur lève mon chapeau, là. Je trouve que aujourd'hui, de se lancer dans l'édition, d'essayer d'aller dans le genre qui est en effervescence, parce que promenez-vous dans les librairies, là, souvent, c'est un genre qui est comme mis un peu là, dans le bas de la tablette ou des trucs comme ça, mais la science-fiction, le fantastique, l'épouvante, je vous en ai parlé souvent. Il y a une recrudescence, puis il y a énormément de bons titres. Il y a des grands auteurs qui sont là-dedans, puis il y a des nouvelles têtes qui se présentent comme ces 2 jeunes auteurs-là. Moi, je vous tire mon chapeau. Vous avez en plus été capable de vous décrocher un super beau contrat de distribution avec un gros distributeur québécois. Vous allez faire le tour de la province avec les salons du livre. Bravo. C'est le temps qu'on en ait des gens qui osent, qui se disent, si je veux être publié, je vais être capable de faire de quoi d'intéressant. Bravo. Terminal, je l'ai lu, j'ai passé à travers. Je vais me clencher le 2e, ça ne m'a pas pris de temps. Le 2e, c'est Insaisissable, puis ça, c'est Noémie Gauthier qui l'a sorti. Ouais, le Puis 2e, elle, c'est Le vol d'Isrinard. Le premier, là, Terminal, c'est Noémie Gauthier. Puis Le vol d'Isrinard, c'est Rachel Gilbert. Puis Noémie, en plus, je pense qu'elle est encore qui étudie au cégep. Elle est toute jeune, elle a une belle plume, c'est intéressant. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller parce que, bon, elle m'a laissé sur ma faim avec la fin de ce qui s'est passé. Elle trouve le moment d'être capable de faire quand même là, du thriller psychologique à l'intérieur de science-fiction post-apocalyptique. C'est intéressant. J'ai hâte de voir. Vraiment, là, vous allez probablement réussir à les croiser au Salon du Livre, probablement dans un stand indépendant avec leurs livres. Allez les voir, jasez avec eux autres, lisez leurs livres. Hey, c'est de la science-fiction puis du fantastique québécois. Ça vient d'ici, c'est régional en plus et ça vaut la peine d'encourager toujours ce genre d'auteurs-là. Bravo. Juste un rappel, Salon du Livre, c'est quand? C'est la semaine prochaine, de jeudi à dimanche prochain. OK, donc ça commence ce jeudi là, qui s'en Ouais, vient? ça commence ce jeudi qui s'en vient. Puis en plus, les 2 filles ont de l'ambition, c'est une série de livres, c'est une Oui. histoire, c'est Ouais. pas juste un volume, là, c'est quelque chose qui va se continuer. Oui, les 2, là, c'est des tombants. Quand même, c'est quelque chose. Puis dans la région, en plus, c'est pas toujours évident. Ils ont-tu une bonne distribution ou c'est en termes de copies? L'affaire, c'est qu'ils sont allés chercher Messagerie ADP pour la distribuer. Puis c'est un des gros distributeurs québécois. OK. Donc, à ce niveau-là, là, moi, je suis chapeau, bravo. Oui. C'est un coup de chapeau. Ils ont réussi quelque chose de vraiment super intéressant. Et ils sont rendus avec un niveau de distribution qui va les mettre là, dans des belles ligues. Là. On Donc, s'excuse parce que c'est un peu déconcentrant. On a un 5e injuste parmi nous. Le 5e injuste est sur le bord d'arracher mes écouteurs. Lucas, qui est mon chat, a décidé d'entreprendre les gars pendant qu'on enregistre. Puis là, on n'a pas d'image, c'est dole, mais il grimpe ses gars. Puis il est en train de Il a poussé mon micro. Il a poussé le micro. Là, il tente de se faire flatter par tout le monde. Il est pas capable. Il est déchaîné. Il est déchaîné. Donc, pardon, mais coup de chapeau, bravo. Aux éditions Encore du une bonne Bouclier. édition, hein, le Salon du Livre. Il y a pas encore plusieurs invités. Ça va valoir la peine d'aller se promener. Tu vas être là? On peut-tu aller dire salut, on écoute les injustes, puis on a un rabais sur un livre ou
Non, mais Non. tu sais, si par exemple vous croisez Martin, peut-être qu'il va vous payer quelque chose. De toute façon, je le dirais toujours, le secret, c'est de courir vite, ça coûte moins cher. Ah, quel bon truc. Ben, de toute façon, le salon du livre est à Jonquière ou pas? Ah, quelle bonne pointe. Salutations à nos auditeurs de Jonquière. On s'excuse. Hey, Jean-Nic est arrivé cette semaine avec une question intéressante. Là, on est presque à la fin du podcast. Voulez-vous le garder pour le prochain ou on le fait là? De quoi? On le fait là. On le fait là. OK, let's go. Jean-Nic nous demande cette semaine, il dit, j'ai un de nos auditeurs qui m'a approché, qui m'a dit, en passant, j'aime vraiment Martin Thomas, c'est le meilleur des injustes. Puis, tout de suite après... Aucun souvenir. Même pas. Ben oui, il m'a dit, hey, Martin Thomas, il est vraiment cool, je peux avoir une photo avec lui. Puis après ça, il t'a dit, écoute, j'ai vraiment aimé votre dernier podcast parce que vous parliez beaucoup de comics, mais mettons que j'ai le goût de commencer à lire du comic, je fais quoi? Je me lance comment? Voici comment on va procéder, OK? Moi, ce que je veux savoir, les gars, d'abord, c'est comment vous avez commencé, avec quoi vous avez commencé, et si c'était à recommencer, avec quoi vous commenceriez? Moi, y aller avec Pat, parce que c'est le plus vieux. Lui, il a commencé sur les cavernes de Lascaux. Donc, t'as commencé avec quoi, les comics, Pat? J'ai commencé avec quoi? J'ai commencé grâce à mon frère Jean-Marc. OK. C'est lui qui avait acheté... Puis mon père aussi était un gros lecteur. Il lisait des vieilles affaires, des pulp magazines, des trucs de même. Puis moi, j'ai découvert chez nous, très, très, très jeune, qu'on avait plein de BD des éditions Héritage. OK. Les versions françaises de Marvel, puis quelques affaires de DC en français aussi. Et c'est comme ça, moi, que j'ai commencé le comic. Mais ta première histoire dont tu te souviens, là, quelque chose que tu te dis, garde, là, c'est là que j'ai commencé, mon starting point. Là. Mon starting point, c'est l'histoire du mariage de Man-Bat dans Batman. Oh boy, OK. Fait un bout quand même. Ouais, c'est vieux. C'est quand même Puis assez c'était vieux. quand même, là, moi, la qualité graphique de ce truc-là m'avait fait capoter. Puis bon, bien entendu, là, tous les Hulk. Je me souviens d'un de mes numéros de Hulk qui, aux éditions Héritage, où le Hulk est coloré à toutes les pages avec un crayon feu de vert qui était tellement persistant que on n'était plus capable de lire la BD parce que le Hulk transperçait toutes les autres pages. Mais c'est une foutue bonne histoire quand même. Mais si tu avais à recommencer, mettons, on est en 2019, tu n'as jamais lu de BD de ta vie, puis là, avec tout ce que tu as lu, tu commencerais avec quoi pour dire, regarde, ça là, c'est une belle entrée, c'est une belle façon de s'initier au monde des comic books. OK. Vous autres, vous parlez de comic book, mais moi, je pourrais parler de BD en général. Mm-hmm. Si je voulais me relancer dans quelque chose aujourd'hui en redéconnant quelque chose de nouveau, là, c'est particulier. Je sais pas. Si je prenais quelque chose d'actuel aujourd'hui là, pour me lancer dans la BD puis me donner le goût de rire puis de triper, là, j'irais avec la Jean-Jean d'Alex A. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. L'affaire, puis le style, l'humour, la qualité graphique, la générosité de l'auteur, c'est déjanté, c'est super cool. Je commencerai avec ça. Puis après ça, là, je découvrirais qu'est-ce que j'ai envie de lire. Et j'oserais aller vers plein d'autres affaires puis demander à des gens qu'est-ce que vous allez Mais lire. chez l'Américain, par exemple. Chez Dans le l'Américain. monde du super-héros, par exemple. Mettons que tu avais le choix encore. J'avais le choix encore, ça serait encore quand même malgré tout les X-Men. Ah ouais? Ouais, Mais sans- mettons, là, regarde, moi, je veux commencer les X-Men, je commence par quoi? Du vieux stock. Rien de moderne. Rien de moderne. Absolument rien de moderne. Donc, les classiques, Phoenix, classiques. Chris Claremont, finalement. Ouais, le premier numéro de le Giant Size X-Men. Tu recommenceras aussi loin que ça? Oui. Ah ouais. Oui, parce que c'est à ce moment-là que le team le plus intéressant des X-Men est né. Le plus connu. Quand le team original était disparu, puis qu'ils sont allés chercher Ororo, Colossus, Wolverine, etc. là. OK. Ça, pour moi, c'est un moment marquant. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir commencer des X-Men, mais les X-Men ont une histoire qui est tellement longue, mais tellement de c'est stock. terrible, mais l'affaire, c'est qu'en même temps, là, pourquoi vous voulez lire toute une histoire? Pourquoi vous ne choisissez pas des moments charnières comme on fait pour toutes? Tu sais, quand vous vous intéressez, par exemple, à l'histoire du Québec ou à l'histoire du Canada, vous ne commencerez pas au début par moment. Vous allez y aller avec une période qui vous intéressait, qui vous a dit « Ah, tabarnouche, on avait tel gars qui faisait du canot en faisant telle affaire. OK. » Fait que vous allez vous intéresser à un petit moment charnière, puis après ça, ça va faire comme...
là, vous allez vous demander, OK, mais pourquoi on en était Pourquoi? là? Pourquoi lui était comme ça? Où est-ce que ça a amené? Puis c'est là que tu développes un peu ta Exactement. toile, finalement. Vous savez, là, quand on faisait dans le temps là, du téléchargement, il y avait du peer-to-peer, puis ça commençait avec une sphère au milieu, puis tu avais plein de petits rayons de soleil qui partaient. Il y a des auteurs qui s'en sont servis de cette façon-là pour faire découvrir leur histoire, dont un auteur de fantasy, David Gemmell, qui, lui, a écrit une histoire qui s'appelait Légende, avec un gros siège, avec plein. Et après ça, il a dit, moi, ça ne me tente pas de faire de la suite conventionnelle. Donc, il a décidé de dire, OK, bon, mais je vais raconter une histoire de pourquoi il était l'ordre de guerrier, pourquoi il était le méchant, où mon héros principal est allé chercher sa hache, c'est qui tel capitaine. Fait que toi, tu t'accroches à des histoires qui sont connues, des C'est classiques, puis tu Faites y vas ça. après ça. Faites ça avant tout pour le plaisir. Enfoncez-vous pas la tête puis la gorge dans un long périple de lecture en vous disant « J'ai pas le choix de lire ça parce qu'il faut que je lise ça. » Ça te tente-tu de le lire, ça? Non. Ben, Christy, lis-les pas. Lis le moment que tu as envie de lire. C'est comme quand tu dis à quelqu'un « Regarde pas la forêt, sacrément, regarde le premier arbre qui est en avant de toi. » Jean-Nic, même question. Tu as commencé par quoi d'abord? Mon entrée, si on y va avec la BD américaine, ça a été avec Superman. Le personnage, je l'aimais beaucoup. J'étais relativement vieux. Là. J'avais plus que 18 ans quand j'ai voulu commencer à m'y intéresser. Puis je connaissais pas ça pantoute. Puis je me suis dit, je vais y aller avec Superman. On m'a introduit à Superman for All Season, qui est... Celui de Tim Sale et Jeff Loeb. Exactement. Selon moi, c'est une des plus grandes BD américaines qui a jamais été faite. Fait que je suis tombé en amour par-dessus la tête cette BD-là. J'ai lu beaucoup de Superman après. J'ai commencé avec la run de John Byrne des années 80. Man of Steel. Exact. J'ai jamais retrouvé cette flamme-là. Je me suis un peu tanné vite de Superman. Par contre, ça m'a ouvert l'univers de DC. De DC. Je suis tombé dans Batman après. J'ai continué avec Tim Sale, Jeff Loeb, Long Halloween, comme j'en ai parlé tantôt. Dark Victory. J'aime beaucoup dans ce que Pat a amené. Il faut rentrer par quelque part, puis il n'y a comme pas de bonne place pour rentrer dans la BD américaine. Il faut y aller avec quelque chose qui nous intéresse, parce que, veux pas, moi, je fais un parallèle avec la mythologie grecque. On connaît tous les grands mythes, on connaît les personnages, puis après, ces histoires-là, puis ces grands mythes-là sont réadaptés constamment dans la littérature, dans le cinéma. La BD, c'est un peu ça aussi. Superman, ça reste tout le temps la même chose. C'est un extraterrestre qui vient d'ailleurs, qui a des super pouvoirs à cause du soleil, puis qui veut sauver le monde. Après, c'est la manière que les écrivains et les artistes qui travaillent dessus vont vouloir raconter les exploits de ces hommes-là. Puis qui l'entoure, hein? Parce que souvent, c'est tous les personnages secondaires qui vont changer selon les crises, selon les moments. Exactement. Puis comment ils vont trouver leur humanité ou leur non-humanité à travers ça. Parce que dans les super-héros, il y a tout le temps ça. Il y en a qui sont des extraterrestres ou des personnes avec des super-pouvoirs qui font semblant de ne pas l'être, et d'autres comme Batman qui sont des humains multimillionnaires, mais qui se déguisent pour être un super-héros. Puis tout ce côté-là, plus on en lit, plus on s'intéresse à ça. Puis là, tu sais, moi, je suis pas un gars qui s'intéresse aux histoires et à la continuité, mais plus aux artistes et aux écrivains qui travaillent dessus, puis qu'est-ce qu'ils ont à dire sur ces personnages-là. Si c'était à recommencer, 2019, tu redécolles dans la BD américaine, sachant ce que tu sais maintenant, là. J'irai encore par la même place. Je pense que Tim Sale et Jeff Loeb ont trop fait une somptueuse job avec les deux personnages clés. Puis hors du continuité DC. aussi, là. Oui, Ce qui aide beaucoup. Oui, parce qu'un coup que tu lis ça, tu es capable de foncer à peu près n'importe où, parce que ça, c'est des histoires qui sont, toutes les deux, racontent un petit peu les origines, puis un peu où les personnages peuvent aller. Puis ça centre aussi beaucoup sur ce que les personnages sont. T'sais, on l'oublie beaucoup que Batman est supposé être un détective à la base, puis Long Halloween nous ramène beaucoup ça, ce que beaucoup d'écrivains modernes oublient. T'sais, Batman devient une espèce de demi-dieu qui peut se battre contre n'importe quoi, mais à la base, ça reste un détective. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment une porte d'entrée géniale. Puis même si j'aime pas Marvel, Tim Sale et Jeff Loeb ont travaillé chez Marvel aussi. Puis ils ont fait des BD qui sont extraordinaires, qui sont des belles portes d'entrée pour leurs personnages aussi. On parle de Daredevil, Spider-Man Blue. Spider-Man Blue Grey, est génial. Daredevil Yellow, puis plus récemment Captain America White, qui sont magnifiques et super touchants. Donc bonne porte d'entrée par là aussi. Oui, absolument. Alan, par où tu as commencé? Si on parle de la BD américaine, moi, c'est arrivé vraiment sur le tard. C'est vraiment au début des années 2000. Parce que moi, avant, j'étais surtout sur le manga puis l'anime. C'est à cause de ça, justement, que j'avais rentré dans la boutique à l'époque de Pat. Puis moi, j'étais un grand fan de tout ce qui touchait X-Men. C'est toutes les séries de Marvel qu'il y avait dans les années 90. Moi, c'était toujours Les dessins animés. Là. Les dessins animés, c'était toujours quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis au début des années 2000, ce qui avait été le fun chez Marvel, c'est que ça a été une période d'effervescence incroyable. Parce que moi, je me rappelle que même une des premières séries que j'avais ramassées,
sais, tomber sur Lala qui va faire que tu vas lire ça, tu vas faire « Oh shit, je suis tombé sur de quoi? » Tu tombes sur le Spectacular Spider-Man de Paul Jenkins puis d'Humberto Ramos. Ah non, tu commences déjà avec du gros stock. Là. Tu sais, son premier story arc avec... C'était fou. Ça. Son premier story arc avec Venom, avec les splash pages puis tout ce qu'il y avait, surtout que Humberto Ramos qui était sur de la BD comme ça, c'est... Là, tu fais sur un mur qui est assez solide. Puis une fois que tu embarques là-dedans, au niveau de la BD américaine, le plus dur, là, c'est faire le saut de foi. C'est poser la question au gars, au comic book guy, puis faire comme OK, là, telle série, il y a un nouveau story arc qui va embarquer. Est-ce que je peux embarquer dedans? Oh, ben, je vais être perdu. Parce que j'ai fait ça avec du Hulk, j'ai fait ça à plein de séries, tu sais, embarquer en plein milieu de. Tu sais, le Hulk, à l'époque, c'est Peter David, j'avais embarqué en plein milieu de sa run. Là. Mm-hmm. Tu sais, c'est là, c'est saut de foi à faire, puis oser embarquer. Puis après, ben, ça allait chercher qu'est-ce qui était avant. Mais là, c'est là que ça commence à être le problème de tu t'embarques, puis tu te ramasses une collection, puis à un moment donné, tu fais comme qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai flambé une tonne de cash, puis ça prend de la place, puis pourquoi j'ai fait ça? C'était pas tant bon. On avait parlé à Marc du Comic Book Hunter qui faisait comme il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu veux garder aussi. C'est toujours la sélection. C'est choisir ce qui t'intéresse, puis. Et si c'était à refaire, Alan? Si c'était à refaire, malheureusement, moi, je suis pogné vraiment dans le comic book américain. Présentement, là, je suis pogné sur du DC que j'avais jamais fait puis que je suis plein d'affaires là-dedans. Mais si ça serait à recommencer à zéro, là, hein, pour être honnête, là, je serais sur Image, je serais sur Dynamite. Possiblement que je ferais du Aftershock en masse. Personne connaît Aftershock? Non, je connais pas. C'est une nouvelle maison. C'est à peu près comme que Virgin avait sorti leur propre ligne de comics il y a une dizaine d'années. Aftershock, ça ressemble un petit peu à ça. Et c'est toujours des petites histoires de 5-6 numéros, puis ça reboot tout le temps. C'est toujours des histoires différentes. Exactement. Possiblement que je me lancerais dans des niaiseries comme Lion Force, puis j'irais suivre des niaiseries comme Power Ranger. Ben ça, je me lancerais dans l'indépendant là, à 100%, puis je suivrais aucune des maisons principales. OK. Ah, c'est un bon conseil. C'est à mon tour? Oui. Posez-moi la question. Martin. Oui. Qu'est-ce qui t'a lancé dans BD? Batman? Batman, effectivement. C'est... Batman lui-même? Non, ben non, je connais pas Batman. Moi, je dirais que c'est Jim Lee avec Batman Hush. C'est tout à fait Batman Hush, parce que j'en ai parlé régulièrement, effectivement. Moi, je me suis lancé dans BD américaine avec Batman Hush. Et pas longtemps après, Pat m'avait conseillé Long Halloween, Dark Victory, Batman Year One, The Dark Knight Returns. J'avais fait ce que j'appelle, moi, la run de lait de Batman. Si tu veux savoir c'est quoi du Batman, c'est cette run de lait-là. Tu commences par là, puis normalement, tu as un survol d'à peu près tout ce qui existe chez Batman. Tu as fait à peu près là, tout ce qui peut ressembler là, à Batman. Et ne faites pas Death in the Family. Tu avais un bon exemple tantôt, Pat. Il y a des choses que tu peux savoir sur Internet en faisant un peu de fouille. Là. Jason Todd, tu sais qu'il est mort, c'est une chose, mais avez-vous déjà lu A Death in the Family? C'est pas lisable. Là. OK? C'est pas bon. Ah, c'est bon, Death in the Family? Le seul TP dans lequel Jason Todd apparaît. Ah, c'est vilain, là. C'est pas bon, là. On s'entend qu'il y a une seule scène qu'on va retenir de ce petit TP-là, c'est quand il mange une volée, là. Toute l'histoire de l'immunité diplomatique du Joker, après, là, c'est n'importe quoi. Okay? Il y a de grands moments dans le comic américain, des fois, où ce qui est autour, c'est pas toujours génial. Moi, j'ai commencé par là. C'était un bon début. Après ça, je suis allé chercher... après ça, j'ai entré dans... Un peu comme toi avec Superman, Jean-Nic, moi, c'est Batman qui m'a fait entrer dans le reste du DC Universe. Puis à ce moment-là, j'étais chanceux parce qu'au début des années 2000, effectivement, c'était effervescent chez Marvel, mais chez DC aussi. Oui, ça brassait. Chez DC, ça brassait. Geoff Jones commençait à embarquer sur des runs. On s'en allait vers Infinite Crisis et le build-up qui était fait vers Infinite Crisis était vraiment intéressant. C'était vraiment le fun, là, jusqu'à ce que ça pète et qu'on tombe dans les One Year Later et autres. Ça a été le problème, justement, c'est parce que DC, moi à l'époque, c'est une des raisons pour lesquelles je n'avais jamais embarqué, parce qu'au moment que DC commençait à m'intéresser, parce que j'avais fait du Identity Crisis, qu'ils sont embarqués sur leur gros événement de 52 à un numéro par semaine. Ça, c'était terrible. Là. Et ça, sérieusement, c'était fou, si tu veux te lancer dans DC à cette époque-là, c'était... Non, je ne m'embarquerai pas là-dedans parce que l'éditeur me fait peur. Ah non, ça n'avait aucun bon sens. Donc ça a été ma porte d'entrée. Par la suite, j'ai lu beaucoup de choses. Si c'était à refaire, les gars, puis ça, c'est vous autres qui m'avez apporté ça depuis le podcast, je me lancerais dans beaucoup de choses comme Walking Dead, Why the Last Man, Pearl, que tu m'as fait découvrir, Spawn, que j'avais pas lu, Girls, que tu m'as fait lire des Luna Brothers. L'intégralité de ce que Image Comics publie présentement. IDW parce avec Teenage Mutant Ninja Turtles. Tu viens de tomber dans ce que je viens de dire. Ça fait partie des histoires que je peux parler. IDW, ça fait partie du monde que je me lancerais dedans. Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles, je me serais lancé là-dedans parce que c'est des choses qui n'ont pas beaucoup de continuité. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps
Tu sais, moi, je suis un compulsif. Quand je lis quelque chose, je veux savoir tout ce qui s'est passé autour. Tu sais, je veux tout savoir. Alors, quand tu lis des séries comme ça, ben, tu commences en même temps que l'auteur veut que tu commences. Tu sais, moi, Wire de la semaine, ça a été une révélation pour moi chez Vertigo. Quand vous m'avez fait lire ça, les gars, j'ai dévoré les TP. Walking Dead, vous m'avez dit, ah ouais, essaye-le. J'ai dévoré les compendiums. C'est pas compliqué. Je pense que n'importe qui peut se lancer là-dedans demain matin. Là. N'importe qui. Là. Effectivement, c'est le gros avantage. C'est n'importe qui peut lire ça. Vous n'avez pas de gros bagages à accumuler. Et l'autre conseil que j'ai pour ceux qui veulent absolument faire les 2 grosses maisons d'édition, choisissez vos auteurs et partez du début de leur run à eux. Puis profitez du fait qu'aujourd'hui, là, que ce soit DC présentement qui leur collection, chez Marvel avec leur Epic Collection aussi, c'est que si vous cherchez quelque part, là, leurs main events sont tous en recueil de 6 à 12 numéros. Tout se retrouve facilement à prix abordable. C'est que tu n'as pas besoin de tout lire. C'est que tu y vas en ordre chronologique, puis tu ramasses les events que tu veux, puis tu les lis. Mais tu sais, je te donne un exemple. Là. Quand on signe, par exemple, j'ai voulu embarquer sur Avengers. Je vais trouver mon point pour commencer Avengers. C'est la run de Jason Aaron qui vient d'embarquer sur Avengers. Et quand un nouvel auteur embarque sur une run, comme quand Scott Snyder est rentré sur Batman, quand Grant Morrison est rentré aussi sur Batman, quand ces auteurs-là entrent, ils veulent mettre le personnage à leurs mains, ils font souvent table rase de tout ce qui s'est passé dans la run précédente et t'introduisent souvent des nouveaux personnages parce que là, ils veulent t'amener à quelque part. Fait que moi, le conseil, c'est prenez un auteur là, et commencez la run de cet auteur-là. Et suivez-le jusqu'à ce qu'il décroche de son titre. Vous allez avoir quelque chose qui est intégral, mais englobé dans une continuité. Moi, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner en BD américaine, en tout cas. Là. C'est le plus simple. Parce que, regarde, là, j'essaie d'entrer dans Marvel, puis c'est la façon que j'ai choisi d'entrer. Là. Ça va aussi vous permettre, non, l'un des grands préjugés qu'il y a sur la BD américaine, c'est qu'il y a les grands héros que tout le monde connaît dans les 2 grandes familles, Marvel et DC. Puis on rit un petit peu des autres personnages moins connus. Mais à force de lire soit du Marvel, soit du DC, vous allez tomber en amour avec des personnages plus obscurs. Puis avec des écrivains qui... Grant Morrison a fait son nom comme ça. Il a ramassé Animal Man, que personne faisait. Le personnage était presque oublié. Puis il a fait son nom dans le monde dessinant en faisant ça. Un jour, j'aurai la chance de vous parler de James Robinson et sa run incroyable sur Starman dans les années 90. Mais vous voyez, ça, c'est une belle porte d'entrée aussi. Oui. Pour que Starman, tu te mettes à triper sur Starman qui a l'air d'un personnage. Si vous voulez être le jeune intimidé d'une école, là, commencez avec Starman. Oui, portez un chandail de Starman. Ça, c'est une volée à toutes les récréations. C'est une volée à toutes les récréations. Mais tu sais, on peut prendre l'exemple de Kevin Smith sur Green Arrow. Moi, Green Arrow, ça m'attirait plus ou moins. Oh, un gros nom. Tu lis les 2-3 TP qu'il a fait, puis vous ne serez pas perdu. Là. Puis vous allez triper, vous allez adorer. Des fois, ça va avec le style de l'écriture et de l'écrivain. Tu sais, l'Ultimate Universe de Marvel, je pense, c'est une belle porte d'entrée. Ouais, c'est une belle porte d'entrée qui est plus difficile à obtenir aujourd'hui, mais c'est encore une belle porte d'entrée. C'est encore une très belle porte d'entrée. Une belle porte de sortie. Une belle porte de sortie aussi. Ben, ça dépend aussi, c'est parce que chaque auteur a sa période. Hein? C'est parce que tu parles de l'époque d'Ultimate. Là, si tu veux lire de la BD qui va être intéressante de cette époque-là, Marvel ou autre, tu vas cliquer Mark Waid. Oui, effectivement. Si tu veux aller un petit peu entre 2000 et 2010, puis tu es intéressé que de quoi, du stock de Marvel super intéressant, tu cliques Peter David. Bendis. Tu sais, Chris Claremont. Bendis, parce que lui, il était plus généraliste. Parce que si on parle d'auteurs qui étaient plus sur des lignées de séries, c'est parce que Peter David, il a fait son Hulk pendant pas loin du 40-50 numéros. Après, il est embarqué sur X-Factor, qu'il a fait pendant 5-6 ans aussi. C'est un gars qui travaillait longtemps ses runs. Même Brian Kevogan, à l'époque, il était chez Marvel. Sa run de Mystique. Tu peux lire ça sans connaître le personnage. C'est bon. C'est bon. D'ailleurs, ceux qui veulent entrer sur X-Men, on en parle souvent, mais là, House of X, Power of X, les nouveaux X-Men vont sortir. Parce qu'il y a comme un nouveau Evan qui remodèle tout ça. Mais tu sais, il y a eu plein de grands auteurs qui nous ont lancé des affaires délirantes. Straczynski sur Spider-Man qui était complètement délirant. C'était bon, ça. C'était bon aussi. Ça l'avait frappé fort en tabarnouche. Oui, jusqu'au temps que Marvel s'en mêle. Jusqu'au temps que Marvel s'en mêle. Il y a des histoires de quoi? C'est de la pédophilie pas mal qu'il y avait là-dedans. C'était fucké, là. Ça avait viré Destroy. Tu sais, les runs de Geoff Jones, t'as fait celle d'Aquaman, t'es écœurant, celle sur Teen Titan, t'es écœurante. Rien qu'il ait ramené de Flash. Le Flash, c'était écœurant. C'est que Barry Allen est mort,
puis il s'est fait remplacer. Sérieusement, Geoff, qu'est-ce qu'il a fait là? C'était mon gars. Non, là. Geoff Jones a fait du bon stock. Alors, des fois, c'est souvent, tu sais, vous allez lire des choses, vous allez dire, ah, ben, regarde, cet auteur-là, je l'aime, je vais aller voir ce qu'il a fait, puis de suivre ce qu'il a fait. Mais, effectivement, si c'était à refaire, je me pointerais un peu plus dans l'indépendant que je l'ai fait quand j'ai commencé. Parce que, tu sais, c'est sûr que c'est attirant, les deux grosses maisons. DC Marvel, c'est attirant, là, veut pas, là. Puis, on les connaît tellement depuis longtemps, mais il se fait tellement du bon stock un peu partout aussi, puis un peu autour. Puis même moi, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Moi, vous êtes encore plus avancé là-dessus que moi. Là. Vous me passez toutes sortes de trucs. Puis là, je fais comme wow, il y a du stock. Là. T'as encore le beau gros Invincible qui Ah, t'attend. je sais. Là, puis Tu viens de découvrir Kirkman puis sa plume. Je sais, là. là, j'ai Et tu sais, peur de il y a commencer même ça. des auteurs qui sont semi-disparus, même des artistes. Là, hein. Steve Knight, qui écrit encore un oui, peu. oui. Ben Temple-Smith. C'était 30 Days of Night, ça, Ouais, Steve Knight. justement. hein? Puis Ben Temple-Smith qui avait fait 30 Nights of Night justement avec Steve Knight. Tout ce qu'il a fait par après, son Wormwood, d'autres BD qu'il a fait, Ben, là, son art, son style était tellement disjoncté. Les Elseworlds sont des bonnes portes d'entrée aussi. Tu sais, les Kingdom Come, Joker, Lex Luthor, ces Ah, t'es en train affaires-là. de dire qu'est-ce que le Black Label devait être normalement. Entre Ben, autres. Pas là. comme porte d'entrée, comme deuxième porte. Parce que pour apprécier un Elseworld, il faut que tu connaisses le world. Ça T'sais, dépend. Ça dépend. Il y a des fois où, tu sais, justement, l'avantage des Elseworlds, c'est la perte de continuité. Tu sais, des fois, comme il y en a beaucoup sur White Knight qui ont adoré White tout Knight dépend. pour ça. Là. Tu lirais-tu Red Son sans connaître Superman? Non. Non, ouais, je comprends que ça. Mais un peu comme Jean-Nic disait, on pas de les base. connaît déjà un peu. Tu sais. White Knight, là, pour Batman, là, tu sais, sans dire que c'est une porte d'entrée, si vous voulez pas vous enfarger les pieds, là. Tu sais, si tu as écouté la série animée, tu as déjà une bonne base. Là. Ouais, mais c'est parce que ça, c'est une semi-continuité. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une coupure dans le temps. Tu sais, ils prennent ce qu'il y a là, Puis il vire à Puis il 90 l'envoie degrés, ailleurs. puis il s'en va ailleurs. ils tout l'envoient simplement. ailleurs. Tu sais, c'est intéressant aussi. Hey, en terminant, on a déjà dépassé notre temps. On va faire nos poisons rapidement. Je vais faire le tour. Pat, je commence par toi. Écoutez, dernier épisode, Alan avait trouvé que la série Swamp Thing était d'un ennui mortel, puis que, bon, tu sais, il aurait préféré probablement naviguer dans le marécage lui-même. Ben moi, j'ai tripé sur Swamp Thing. Je trouve que c'est cool. J'aime j'aime l'ambiance, j'aime le côté horreur épouvante qui m'a surpris un peu. Et j'ai hâte de voir comment ils vont nous amener d'autres personnages de la mytho de DC là-dedans. Je trouve que c'est intéressant au niveau du choix du casting aussi, d'aller chercher toutes sortes de gens qui nous amènent quelque chose. Puis j'ai hâte de voir si dans Swamp Thing, on va aller chercher là, l'esprit de la forêt, la magie, comme dans certaines Et j'en profite, BD. pour dire aux auditeurs, Showcase, ça vaut à peine de le rajouter sur votre forfait. Oui, parce que là, écoute, il y a il y beaucoup a, de stock, il y a là. l'incontournable Pennyworth Oui. qui est complètement délirant. C'est-tu bon? Aïe, aïe. J'ai fait Puis une crise de ça. Batwoman embarque là aussi. Batwoman embarque là aussi, Mais mais Pennyworth, là, Pennyworth, ça, là. c'est une claque d'en face. Hey, ça sort de où, ça? C'est bon. Je suis rendu au deuxième. Là. Qui a eu l'idée de faire une série aussi géniale? Puis, d'époque, Ben oui. honnêtement, c'est très, très bien. Jean-Nic, ton Ouais. poison? Vous savez, Oui. Je t'écoute, Jean-Nic, t'es là. le micro est parti. Ben non, je t'entends, moi. L'important, Ouais, c'est que mais moi, les je t'entends. écouteurs ne suivaient pas. Ah, vous ok, savez ok. comment j'aime y aller en continuité avec ce qu'on parle durant l'épisode. Donc, je vais vous parler des Only Lovers Left Alive, le précédent film de Jim Jarmusch, qui est un film sur les vampires. Oui, avant de oui. s'attaquer aux zombies. Puis, j'ai bien apprécié de la discussion qu'on a eue sur The Dead Don't Die. Only Lovers Left Alive, ça l'explose à tous les points. Il faut absolument voir ça. C'est le film compagnon. Là, il s'attaquait au mythe du vampire au lieu du mythe de zombie. Encore Tilda Swinton qui est complètement hallucinée. Puis on a, j'oublie le nom de cet acteur qui joue Loki. Là, c'est vampire. Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Wow, c'est complètement incroyable. Une maîtrise du sujet qui fonctionne autant dans la forme que dans le fond. Un film absolument à voir, surtout si vous aimez le cinéma de Jarmusch, de loin supérieur à The Dead Don't Die, selon moi. Donc, mon coup de cœur cette semaine. Alan, hey, ça se donne des coups d'un jarnac durant un poison, hein? Jarnac. Pat attaque Alan, Jean-Nic Le chat attaque nous Pat, attaque tous. le chat nous attaque. Moi, je vais commencer avec un petit premier que je vais faire rapide, puis après, je vais aller avec mon vrai. C'est parce que j'ai lu aujourd'hui le 3e tome Hotel Oblivion de Umbrella Academy. OK. Je vais passer vite dessus parce que Pat Pat l'a était pas exposé. Il l'a pas reçu, ça, mais je vais attendre pour en parler avec lui. Sérieusement, Gérard Way, Gabriel Bas, le duo est toujours incroyable. Mais là, on voit que Gérard Way, il s'embarque plus sérieusement à l'écriture. OK. Là, on embarque sur une série de 7 numéros où ce que tu vois qu'il place des pièces puis qui finit sur un cliffhanger. Tu sais, c'est pas une histoire qui est tout le temps englobée, ça ouvre quelque chose de gros. OK. Ça fait que là, le hype est Là, ça décolle, là. Puis le Umbrella Academy, pour moi, ça va sortir plus qu'une fois ou 5 ans.
OK. Fait que ça va décoller, là. Ouais, ça risque de décoller, ça va être plus fréquent, là, puis j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que c'était vraiment bon. Deuxième poison? Mon deuxième poison... Parce que t'as droit à 2, toi. Ben, il y a le don. on va chez Martin. Hey, encore le Jarnac. Un autre Jarnac. OK, mon deuxième, c'est je l'avais posté sur Instagram et sur Facebook. Après 2 ans, j'ai commencé à lire mon Star Wars de IDW, qui est le Star Wars Adventure. OK. Parce que IDW a ramassé de chez Disney Marvel le Adventure. Ça fait que tout ce qui est, mettons, les Avengers, Black Panther, compagnie, Mhm. qui était Adventure de la série Enfant, c'est IDW qui l'a ramassé en sous-traitance. OK. Ce qui est le fun avec ces séries-là, c'est en continuité, sans vraiment l'être. OK. C'est que c'est canon sans l'être. OK. Parce que ça prend les personnages, puis ça n'aura jamais vraiment d'impact sur rien. C'est que c'est toujours des petites histoires sympathiques qui sont courtes. Oh, puis là, j'avais décidé de lire, parce que cette année, ils vont relancer aussi un Vader Castle. C'est que pendant le mois d'octobre, ils lancent une BD par mois qui est sur le château de Darth Vader, sur Mufasa. Puis c'est des histoires d'horreur. OK. C'est que dans les 5 numéros que j'ai lus, c'est vraiment c'était une équipe qui se font poursuivre par des TIE Fighters, puis ils s'écrasent sur Mufasa à côté du château, puis t'as l'équipage qui se raconte des histoires d'horreur dans l'univers de Star Wars. OK. C'est que c'est vraiment sympathique. Le style est très enfantin, mais les histoires sont bonnes, ça se lit super bien. Puis si on tripe sur Star Wars, puis qu'on veut pas vraiment briser notre canon, puis on veut vraiment juste lire de la côté, je pense que Star Wars Adventure, c'est quelque chose qui est super sympathique. Puis ils ont toujours des petits historiards qui sont séparés de même, que tu peux ramasser tout seul. Puis je pense que ça peut être un gros fun là, pour les personnes qui aiment Star Wars puis qui ne savaient pas qu'ils étaient aussi chez IDW. Et je termine, moi, avec le mien. Je vous ai parlé de Marvel tout à l'heure, que j'étais sur la run de Jason Aaron sur Avengers. Je me suis commandé aussi sa run sur Thor parce que j'ai décidé de me lancer dans le dernier event de Marvel, War of the Realms. Et honnêtement, j'ai eu du fun, là. D'abord, je me suis débranché le cerveau de je veux tout savoir, je veux tout connaître, je veux tout apprendre, je veux tout lire les 20 dernières années de chez Marvel, là. Je me suis déconnecté cette Switch-là et j'ai vraiment juste lu l'histoire principale parce qu'il y a 1 million de tie-in, évidemment, des différents personnages qui vont vivre le War of the Realms. Moi, j'ai vraiment pris le event en tant que tel. J'ai tellement eu du fun. C'est les 10 royaumes dans le monde de Thor. Puis là, je vous nommerai pas les 10 royaumes parce qu'ils ont des noms couchés dehors. Là. Wow. On veut les savoir. On en veut 4 au moins. Puis Midgard. Okay. Lui, je l'ai retenu. Mais ça, c'est pas important. C'est que on décide d'envahir la Terre tout simplement. Tu sais, une histoire simple. Thor, des bébites, des elfes noirs, des Odin, sa gang. Honnêtement, là, c'est génial. Des vrais elfes noirs ou des elfes blackface? Non, des vrais elfes noirs. Non, j'ai pas dit des elfes Trudeau, j'ai dit des elfes noirs. Non, c'est des brown face, c'est pas des black Des face. brown face, c'est pas pareil. Là. Cesse de faire de la politique dans notre émission, Jean-Nic, sinon on te sac dehors. Comme ils ont fait avec ton parti. Cela étant, fait que je disais donc dans War of the Realms, c'était écœurant. C'était vraiment très bon. Un bon event. Et ça m'a j'ai tellement aimé ça que ça m'a donné le goût de suivre toute la run de Thor qui menait à War of the Realms. Tu sais, quand on dit des fois qu'on commence à l'envers, là, ça arrive souvent, ça. Tu sais, ça culminait avec War of the Realms. Moi, je suis rentré là-dedans. Puis là, je me suis dit, garde, j'aime tellement ça. Là. J'ai tellement trippé sur la fin que je vais faire un peu comme Star Wars. Je vais aller voir comment ça a décollé. Fait que je décolle la run de Thor de Jason Aaron. Et ce qui est le fun dans cette run-là, c'est la fameuse run où Jane Foster devient Thor à un moment donné dans le milieu de la run. Mais je sais qu'il y avait eu des critiques à ce moment-là parce qu'il y avait plusieurs personnages de Marvel qui avaient été switchés pour des femmes, entre autres. Là. Mais dans ce cas-là, j'ai hâte de voir comment ça s'est fait. Puis on m'a dit, puis Alan, je pense que c'est toi qui m'en avais parlé, que ça avait été une des meilleures runs de Thor ou presque. Oui, j'en avais entendu parler. Il paraît que c'était vraiment du excellent. Mais de toute façon, quand l'auteur est là, Et en général, ça suit. Exactement. Donc, j'attends mon premier TP qui sont en 2 volumes. Premier volume, une quarantaine de dollars. Si vous voulez pas faire tous les petits TP, là, il y a un gros volume. Puis le deuxième volume sort au mois de février 2020. Fait que c'est quand même pas Puis trop de toute compliqué. façon, tu parles de Jason Aaron. C'est lui qui a écrit une des meilleures runs de Star Wars qu'il y a eu chez Marvel. Ah, moi, c'est mon coup de cœur. Je ne connaissais pas cet écrivain-là parce qu'il était exclusif à Sérieusement, Marvel. pour Star Wars, si vous voulez rien que lire une run de même, un story arc, le ramasser Vader's Dawn de Jason Aaron, C'était bon, maudit. ça, c'est incroyable. C'est Vader qui se ramasse tout seul contre une base rebelle. Ah, mais je vous le dis, c'est vraiment un bon auteur. Puis avec Thor, avec les Avengers actuellement, il est sur Avengers, puis il fait une crise de bel job. Vivement que DC le signe dans le Tu sais que c'est ça qui va arriver. Il va arriver, il va aller faire du Batman puis du Superman. Cela étant dit, c'est déjà la fin de notre podcast. Plusieurs moyens de nous écouter, plusieurs moyens de nous partager, Alan.
Ouais, on est toujours disponible là, toujours sur Spotify. On a toujours notre SoundCloud qui est toujours disponible. On est aussi sur iTunes. Balado Québec. Balado Québec. Puis aussi, pour les gens qui écoutent beaucoup de radio Internet, on est aussi sur TuneIn. Oh, ça, c'est cool. Ça fait qu'on est vraiment disponible partout. C'est que c'est super facile de nous suivre, là, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et on vous lance au défi, partagez-nous. Faites-nous découvrir à quelqu'un. On veut doubler notre auditoire. Surtout dans un épisode comme aujourd'hui, je pense qu'on a donné beaucoup de base à des gens qui veulent se lancer dans le geek. On avait pas mal de profondeur. Et aussi, partagez en précisant que c'est le dernier épisode, encore une fois, de Jean-Nic. Oui, effectivement, Jean-Nic, ça nous a fait plaisir. Je vais renégocier mes termes pour la prochaine fois. Ça nous fait plaisir, Jean-Nic. Alors, écoute, ça a été de courte durée, 2 épisodes, plus que la dernière fois. Jean-Nic vous reviendra avec Jean-Nic et ses injustes dans 2 semaines. Salut, boys. Salut.